C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Méditation avec un nouvel invité. Et aujourd'hui je reçois Ryan Gillet qui est coach préparateur physique spécialisé en optimisation de la performance et de la santé. Il travaille avec les meilleurs athlètes du MMA français, aussi avec des entrepreneurs, des managers. C'est vraiment un plaisir de l'accueillir aujourd'hui avec nous. On va pouvoir parler préparation physique, préparation mentale, aborder son concept de modern caveman, ses méthodes, ses protocoles et sa vision de la performance et du haut niveau. Salut Ryan, merci d'être là. Je t'en Comment prie. tu te sens déjà ce matin? Ah bah écoute, ma foi, très bien. C'est une belle journée. Enfin, à Paris, il fait plus ou moins une belle journée pour l'instant. Et la patate, parce que commencer direct avec un podcast avec toi, c'est un plaisir. Yes, cool, ça fait plaisir. Donc voilà, plein de petits sujets à aborder en lien avec la préparation physique, la préparation mentale. Euh, Déjà, toi, euh, tu as une vision, je dirais, qui n'est pas classique de la préparation physique. Et en même temps, j'ai pas envie de la résumer à un terme peut-être trop simpliste, holistique ou ceci, cela. Toi, comment tu qualifierais un petit peu ton approche de la préparation physique et de l'optimisation de la performance? Alors, oui, en effet, c'est vrai que c'est pas très classique. C'est pas ce qu'on voit, je pense, même dans 80-90% des cas. Et en gros, Mhm. moi, la différence, on va dire vraiment l'approche ou la vision qui est un petit peu différente, c'est en gros, je vois on va dire la performance. Peu importe hein, que ce soit une performance sportive, parce que c'est vrai que c'est plus ce que je fais, performance sportive. Mais on va dire tout type de performance, ça peut être performance, on va dire exécutive, tu vois, par exemple. La performance comme vraiment le résultat, avant tout, enfin d'une performance humaine, dans le sens où toute performance, je sais pas, on parle pas des animaux, on parle pas des robots, c'est vraiment une performance humaine avant tout. Et donc moi, l'approche que j'ai, c'est vraiment de me dire, en améliorant la performance humaine, le fonctionnement du corps humain, je vais automatiquement améliorer la performance, qu'elle soit sportive ou autre. Ok. Et donc, dans cette performance humaine, j'ai l'impression que toi, dans ton approche, il y a une forme de synergie entre différents éléments, différents facteurs. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça de synergie un petit peu? Exactement, parce que c'est vrai que le corps humain est tellement complexe que je pourrais pas me limiter, du coup, à me dire, tiens, je vais avoir qu'une seule approche, on va dire, je dis n'importe quoi, musculaire. Et donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la synergie serait vraiment sur, on va dire, l'aspect, on va dire, l'axe, la performance sur le plan, on va dire, neurologique et sur le plan biomécanique. Donc, pour faire très simple, hein, on va dire, encore une fois, moi, quand je dis biomécanique, on va dire faire en sorte que le corps bouge mieux et fonctionne mieux. Et Mhm. sur la partie neurologique, faire en sorte que le cerveau soit plus stimulé et fonctionne mieux au quotidien. Pour faire très simple, Ok. à l'heure actuelle en tout cas. Ok, donc une synergie entre la biomécanique et la neurobiologie, c'est ça? Ouais, ouais, alors je dirais même en fait synergie entre. C'est vrai que quand tu as dit biologie, ça m'a fait penser à autre chose. Synergie entre Mhm. biomécanique, synergie avec la neurologie, et je pourrais ajouter du coup en effet synergie avec la biologie, vraiment là le fonctionnement du corps humain, des cellules au quotidien, de tout être humain, on va dire. Donc Ouais. vraiment les mix des trois au final, comme t'as bien fait en fait quand tu m'as dit neurobiologie, ça m'a fait Hmm. penser à vraiment mix neurologie, biomécanique et biologie. Et la biologie. Ok, on va essayer de revenir un petit peu sur ces facteurs-là. Euh, et dans biologie aussi, toi, tu parles souvent de santé, d'optimisation de la performance et de la santé. Euh, Qu'est-ce que tu mets derrière ce terme de santé, toi? Santé, alors c'est vrai que le terme qu'il utilise en général, à l'époque j'ai déjà regardé la définition du terme santé en l'absence de maladie. Alors ça c'est déjà une chose. Hmm. Mais après moi c'est vrai que quand je parle et je mets comme c'est une très bonne remarque, vraiment je mets vraiment la performance et la santé dans la même phrase parce que c'est pas forcément la performance ou la santé. Encore une fois, partant du principe que on améliore le fonctionnement du corps humain, du coup, après, libre à la personne de l'appliquer soit dans une performance, on va dire, sportive, soit, enfin, parce que tant qu'à faire dans son quotidien, dans sa vie personnelle, parce que pour moi, vraiment, la santé, c'est un corps, enfin, améliorer la santé, c'est faire en sorte que le corps fonctionne mieux. Une santé optimale, on va dire, c'est un fonctionnement du corps humain optimal. Que ça soit, encore une fois, hein, sur le plan biomécanique, neurologique ou biologique. Hmm. Du corps et je dirais même de l'esprit, non? Parce qu'il y a la Com- santé physique, il y a la santé mentale, les deux sont liés.
Complètement. Après, ça, c'est encore un. Et c'est pour ça que je disais à l'heure actuelle, parce que tout ce qui est mental et tout, je vais y venir. Enfin, j'ai pas encore beaucoup de compétences, je me suis pas encore énormément intéressé à ce sujet-là, mais je sais que c'est dans mon petit to-do list de m'intéresser vraiment plus à tout ce qui est, on va dire, mental, mindset de manière générale. Mais c'est vrai qu'on peut le rajouter complètement. C'est juste que c'est à l'heure actuelle, c'est pas dans mes compétences ou c'est pas là où je suis Hmm. le plus compétent. Yes, parce qu'on sait aujourd'hui que l'esprit a un impact sur la biologie aussi a un impact sur le fonctionnement de l'esprit. Sur la dimension biologique, donc selon toi, c'est quoi les marqueurs qui sont vraiment importants en termes de performance sportive à optimiser, à prendre en compte? Sur le marqueur alors excuse-moi s'il y a un tout petit peu de bruit, là, juste devant ma rue, il y a un camion qui passe. Donc tu disais Ok, sur ça les va. marqueurs biologiques, c'est ça? Mhm, ouais. Alors moi, ce qui va m'intéresser, enfin sur les marqueurs biologiques, enfin on pourrait dire si on peut considérer que ça comme un marqueur biologique, mais moi ce qui va m'intéresser déjà, enfin c'est de voir si la déshydratation, enfin l'hydratation ou la déshydratation, que tous les points comment on voit ça, ça va être on va dire vraiment l'hydratation, le sommeil, l'inflammation, bah, Mhm, du coup l'absence d'inflammation, du coup tout dépend dans quel sens on le voit. Et, mhm, et encore une fois, moi j'inclus, on va dire, dans cette approche biologique et d'un fonctionnement optimal d'un point de vue biologique, aussi tout ce qui est, comment je pourrais dire, euh, comment je pourrais formuler ça sans trop avoir un aspect holistique, l'exposition à la lumière et l'exposition aux ondes électromagnétiques. Tu vois, tout ça, enfin, moi j'inclus tout ça dans les marqueurs biologiques, de se dire, ah bah voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va performer sur le plan biologique. Et c'est un ensemble, comme tu disais en introduction, tu vois, une approche un peu plus holistique. C'est mhm. vraiment, on pourrait dire, bah, les 5 paramètres, les 5 piliers principaux, je mettrais l'hydratation, le sommeil, l'alimentation, l'exposition, moi, c'est le terme que je cherchais, pardon, l'exposition à la lumière, et le magnétisme, même si magnétisme, en fait, enfin, le terme là, il peut être mal interprété, donc je dirais l'exposition aux bonnes ondes électromagnétiques. D'accord, ok. Donc ouais, ça, moi derrière, enfin j'ai le terme hygiène de vie qui arrive quoi. Parfait, exactement. L'idée c'est vraiment d'avoir. Donc toi tu veilles aussi dans l'accompagnement que tu proposes aux athlètes à ce qu'ils aient une bonne hygiène de vie. Tu Totalement, mais fais. c'est assez récent. C'est-à-dire que ouais, je m'en Ouais. occupais pas avant et c'est vraiment quelque chose on va dire, il y avait un ordre chronologique, mais là, dernièrement, en effet, c'est vraiment, je me suis vraiment focalisé là-dessus en me disant comment faire en sorte d'optimiser encore plus la performance et la santé, mais en étant sur bah, presque le lifestyle en fait, c'est vrai, le style de vie au Mhm. quotidien et l'hygiène de vie. Ouais. Est-ce que tu aurais un exemple concret, sans citer de nom, de sportifs justement que tu aurais accompagné et en intégrant ou en prenant vraiment, en essayant d'optimiser son hygiène de vie, et ben, il y a eu de la progression, vraiment des bons résultats. Ou au contraire, tu as vu des sportifs qui pouvaient s'entraîner énormément, mais dont l'hygiène de vie a pu nuire à leur performance. Alors, pas encore à l'heure actuelle avec les sportifs, je l'ai mis en place Ouais, avec certains entrepreneurs du coup, mais ok. là où en effet c'était plus flagrant, c'était ne serait-ce que Euh, l'amélioration du sommeil, enfin, comment en optimisant le sommeil, mais pas forcément directement en allant se dire tiens, faut dormir plus, comment en optimisant son hygiène de vie pour améliorer son sommeil, bah, ça a un impact direct et pas que, on va dire, sur le niveau d'énergie, mais aussi, par exemple, sur la composition, on va dire, corporelle et la diminution de masse grasse. Parce que c'est vrai Hmm. enfin, on n'y pense pas, mais tout est lié, comme tu disais, il y a une synergie complète. Et ne serait-ce que, bah, voilà, en optimisant le sommeil, la différence en termes d'énergie et même si ça c'est plus la cerise sur le gâteau, on va dire la composition corporelle. Ouais. Moi, par exemple, tu vois, je l'ai vécu dernièrement où j'ai augmenté pas mal mon volume et mon intensité d'entraînement et d'activité physique. Et sur la nutrition, je pense que c'est là où je l'ai ressenti le plus. Le fait d'avoir vraiment une bonne nutrition, les bons apports toute la semaine me maintenait dans un bon niveau d'énergie. Et si un jour, je sais pas, je sautais un repas et tout, ben, je pouvais le payer cash, quoi. Et c'est vrai, oui, à titre perso, pareil, mais alors parallèle, mais plus pour moi, du coup, le sommeil à titre perso, c'est-à-dire que fut un temps, tu vois, on se disait, ouais, si on se couche tard ou le week-end, on va essayer par exemple, de rattraper un peu le sommeil qui nous manquait dans la semaine. Hmm. Et au final, comme tu disais un peu, il suffit de dérégler ses bonnes habitudes en termes de sommeil, de se dire, allez, là, au lieu de se lever à 8 heures ou 9 heures, je vais me lever à 11 heures. Et du coup, pareil, ça va tout dérégler. Et l'idée, comme tu disais, en effet, enfin, c'est très oui et non, mais il suffit des fois de faire d'avoir un petit manquement et ça va tout décaler dans la semaine à venir. Ouais. Des petites actions peuvent avoir des conséquences énormes. Hmm. Je veux bien qu'on explore un petit peu plus cette question du sommeil, ouais, parce qu'elle est hyper importante en termes de santé, de bien-être et de performance sportive.
Hmm, toi, donc, concrètement, quand tu t'intéresses au sommeil des athlètes ou des gens que tu accompagnes, qu'est-ce que tu regardes quoi en premier? Alors déjà, il y a plusieurs choses on a fait. La première chose, je vais déjà leur demander si eux, ils pensent qu'ils dorment bien. Ensuite, je Mhm. vais voir, enfin, je vais leur demander, moi, ce qui nous intéresse, c'est l'heure à laquelle ils vont se coucher et l'heure à Ok. laquelle ils se lèvent. Et c'est vraiment ça. Il y a plein de paramètres, mais en effet, c'est faire en sorte, comme je te disais juste avant, de se dire, euh, même si le week-end, voilà, enfin, de faire en sorte de maintenir la même heure à laquelle tu vas te coucher la semaine que le week-end, de ne pas dérégler ça. Donc, c'est l'heure de coucher, l'heure à laquelle il va se lever, du coup, la quantité d'heures de sommeil, de voir quelle est la quantité d'heures semaine, la qualité, est-ce qu'il arrive à bien, on va dire, est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il se réveille plusieurs fois dans la nuit. Et après, c'est vrai qu'on va, en fonction, on va dire, de la quantité, la qualité et les heures, on va dire, de coucher et de lever, voir qu'est-ce qu'on peut optimiser. Et typiquement, bien souvent, tu vois, quelque chose qui revient très souvent, mais c'est aussi euh, bah, combien de temps avant tu vas manger. Ça, c'est un impact aussi direct. Est-ce que tu manges juste avant de dormir? Est-ce que tu as suffisamment d'heures? Idéalement, même on pourrait se dire 2 heures, voire dans le meilleur des mondes, ce serait 3 heures avant d'aller au lit. Et après, je vais regarder aussi qui peut avoir un impact direct. On parlait un peu, enfin tout à l'heure, je parlais un peu de l'environnement électromagnétique. L'environnement électromagnétique dans la chambre, dans la pièce où il va dormir, faire en sorte qu'il y ait le moins de perturbations ou d'agents stressants. Typiquement, tu vois, je dis n'importe quoi, si tu as ton téléphone allumé juste à côté, si tu as le Wi-Fi qui est allumé, c'est sûr que ça, on va regarder, parce que ça peut avoir, enfin, ça va avoir un impact direct sur le sommeil. Ouais. Ouais, donc il y a des paramètres qui sont peut-être assez faciles. Bon, éteindre le Wi-Fi, c'est facile à faire. Dans le cas des sportifs, euh, qu'est-ce que tu conseillerais? Par exemple, moi, si je parle de ma propre expérience, je sais que quand je finis un entraînement de JJB assez tard, bah, t'as l'adrénaline, t'as le cœur qui bat, peut-être ton corps est chaud, tu rentres un peu tard, donc tu manges un peu tard. Et moi, avant de mettre en place des routines, de trouver des petits trucs sur lesquels je pouvais jouer pour m'endormir plus facilement et mieux dormir, eh ben, j'avais des difficultés à m'endormir et je sentais que mon sommeil n'était pas toujours hyper récupérateur quand je m'entraînais tard. Est-ce que c'est des choses que tu as vues toi aussi et que tu as essayé de travailler ça? Alors, pas encore eu l'occasion d'avoir cette configuration, mais c'est vrai que Ouais. dans le meilleur des mondes, après, tu vois, des fois, tu peux pas faire autrement. Mm. L'entraînement, c'est vrai que l'entraînement tardif, c'est pas optimal dans le sens pour le sommeil, comme tu dis, pour aller t'endormir juste après, même s'il y a des personnes qui vont dire, oui, moi, je préfère m'entraîner le soir. Après, encore une fois, tout dépend à quelle heure on parle. Mais c'est vrai que, fut un temps, avant que je m'intéresse un tout petit peu plus à ça, j'utilisais pas mal, notamment la respiration, même si ça va pas régler tous les problèmes. Mais quand tu as du mal à t'endormir, de se dire, l'idée c'est pas d'aller compter des moutons, mais peut-être de se reconcentrer un tout petit peu plus sur sa respiration et de se dire, ok, on se contrôle, on essaye de faire un peu le vide, d'inspirer lentement, d'expirer lentement. Et je sais que même moi, à titre perso, il y a plusieurs années, quand j'arrivais pas trop à dormir ou j'étais un peu en ébullition, je pensais à plein de trucs, j'essayais de me dire, allez, reconcentre-toi sur ta respiration. Et alors, pas tout le temps, mais bien souvent, j'arrivais à mieux m'endormir simplement en me disant, ok, j'inspire lentement, j'inspire par un nez, j'expire par un nez. Et parfois, ça pouvait suffire. Yes, ouais, la respiration en effet peut être un outil intéressant. C'est bien qu'on en vienne à la respiration parce que c'est quelque chose dont tu parles souvent. La respiration, elle est au carrefour de tout. Gestion du stress, gestion de l'effort, récupération, activation, concentration, relaxation. On peut tout faire avec la respiration. Aujourd'hui, il y a plein de méthodes, de protocoles, de techniques, les Wim Hof, les Oxygen Advantage, les Pranayama et j'en passe et des meilleurs. Toi, comment tu intègres cette dimension respiration dans tes coachings? Alors, je le propose, c'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre. On va parler plus de performance sportive du coup là. Mhm. Et maintenant, en fait, parce que ça a assez évolué au fil du temps, je m'étais dit comment je vais l'intégrer. Et d'abord, en fait, en général, maintenant, je propose aux athlètes, je leur dis, voilà, il y a plusieurs options en fonction ensuite de la deadline, de là où il a vraiment besoin, sur quoi il a besoin de travailler. Mais en leur proposant, voilà, on peut travailler dans un premier temps, on va dire, enfin, le terme que j'utilise, moi, je leur dis l'efficience respiratoire. Je leur donne les avantages, une meilleure oxygénation des tissus musculaires, une meilleure endurance musculaire, une meilleure endurance cardiovasculaire, repousser l'apparition de la fatigue. Mais en fait, je leur donne les différents avantages. Et s'il me dit, pour X raison, non, moi, ma priorité, c'est plutôt de travailler, je sais pas, moi, avoir plus de force, plus de vitesse,
je basculerai là-dessus. Mais dans la mesure du possible, si on a eu le temps, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de deadline et il se dit, tiens, dans un mois ou 2 mois, il doit combattre, c'est vrai que moi, j'aime bien mettre en amont, c'est-à-dire, s'il y a du temps, de commencer directement par la respiration. Parce qu'encore une fois, la respiration, il faut bien comprendre, comme tu disais, hein, c'est un peu le carrefour de tout, c'est-à-dire que ça va te permettre d'optimiser pas mal de paramètres. Et au final, en fait, une respiration fonctionnelle, enfin, tu ne pourras pas de toute façon avoir une respiration optimale ou fonctionnelle dans ton activité physique si déjà de base, elle n'est pas fonctionnelle au quotidien, dans ta vie au quotidien. Donc c'est vrai que quand il n'y a pas de deadline très précise et quand on a un peu plus de temps, moi c'est vrai que si j'ai la possibilité ou si la tête est d'accord, je préfère commencer directement avec bon, en fait la base de la base parce qu'on respire, je crois que je sais plus combien de fois 23 000 fois par jour en moyenne. Donc si j'ai la possibilité, c'est commencer direct par la respiration. C'est ce que je ferai avec un athlète, tu vois, un nouvel athlète qui viendrait. Je leur dis, bah voilà, si on voit que c'est pas fonctionnel, bah, on va directement mettre ça en place. Ça peut être rapide, hein, on peut avoir des résultats rapidement. Et ensuite, du coup, quand on voit que ça s'améliore, aller sur d'autres qualités physiques, par exemple. Ok. Et donc concrètement, comment tu procèdes? Tu es avec lui, tu l'accompagnes dans de nouveaux mécanismes respiratoires, tu lui donnes un protocole, des exercices à pratiquer en autonomie. Comment tu fonctionnes par rapport à ça? Alors, typiquement au début, on s'assure des basiques d'une respiration fonctionnelle. Je fais les exercices avec lui. Et l'idée, en effet, c'est pas la respiration. C'est vrai que c'est pas que si en le faisant 1 ou 2 fois dans la semaine que tu vas avoir, ça va se réguler automatiquement. Donc, l'idée, c'est de faire les exercices avec la personne. Au début, vraiment se dire, bon là, un exemple, on va faire en sorte que bah, tu utilises bien ton diaphragme, que tu respires et t'expires par le nez, que tu aies une respiration lente et contrôlée. Bref, il y a quelques exercices qu'on peut voir en espace de 2 3 séances, allez, on va dire 4 séances, et qu'ensuite il peut mettre en place assez facilement. Et si la personne le fait régulièrement, bah après ça va se mettre en place, ça va presque devenir un réflexe. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi avoir des résultats. Et une fois qu'il y a la base d'une respiration fonctionnelle au quotidien, mais vraiment le basique, comme je t'ai dit, respiration diaphragmatique, respiration par le nez, lente et contrôlée. Et bah, l'idée c'est ensuite d'aller maintenant d'essayer de le mettre en application avec des mouvements plus dynamiques, avec une intensité physique plus importante et idéalement, dans le meilleur des mondes, dans son activité physique aussi, dans sa Hmm. discipline. Ouais, parce que c'est assez, bon, peut-être, je vais pas dire facile, mais accessible dans le quotidien, en dehors de l'effort physique. Mais dès qu'on arrive dans l'effort physique, arriver à maintenir ces paramètres là dont tu parles, respiration nasale, lente et contrôlée, diaphragmatique, c'est là que ça devient tricky, quoi. Ouais, c'est pas facile. Et après, tout dépend, c'est vrai, de l'activité physique, mais plus il y a d'intensité, plus ça va être compliqué ou plus il y a de stress. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais c'est vrai que c'est. Bon, alors déjà, il y aurait, même si on n'allait pas optimiser la partie, on va dire, purement activité physique, il y aurait quand même déjà des bénéfices pour la personne dans son quotidien. Mais c'est vrai que tout le principe pour la performance sportive, c'est aussi de faire en sorte, comme tu dis, elle sera pas parfaite, hein, parce que moi je dis toujours, bah, par exemple, tu respireras pas tout le temps par le nez. À un moment donné, de toute façon, tôt ou tard, enfin là je parle pour les sports de combat, bah, tu vas switcher par la respiration par la bouche avec l'intensité physique. Donc l'idée, c'est de faire en sorte, alors, ça sera jamais parfait, mais déjà de faire mieux qu'avant et de faire en sorte, par exemple, de repousser le plus possible l'apparition de la respiration, enfin de la fatigue, mais par exemple le moment où il va commencer à respirer par la bouche. Et déjà comme ça, on va pouvoir Hmm. gagner par rapport à ce que la performance d'avant. Ok. Donc si je comprends bien, toi, ton approche de la respiration, elle est vraiment centrée sur la gestion de l'effort, l'optimisation de la performance sportive dans l'effort, dans le combat, quoi. Ouais, et en amont, bien évidemment aussi au quotidien, mais oui, Hmm. l'idée c'est vraiment que ça se transfère, enfin que ça se transfère le plus possible, on va dire tout ce qu'on travaille enfin, en amont, qui puisse le transférer en faisant en sorte qu'il y ait le moins de pertes possible dans la période, dans l'activité physique. Hmm. Là, encore une fois, tu aurais peut-être une petite anecdote, une petite histoire avec un sportif avec qui vraiment le travail de respiration aurait eu un impact concret sur ses performances. Alors je l'avais fait beaucoup, enfin énormément même, mais je pense qu'avec Nassourdine, et d'ailleurs c'est marrant parce que Nassourdine il m'a envoyé une petite vidéo là, juste avant, là il y a allez, peut-être un quart d'heure, et qui m'a envoyé pour la petite panthère, la vidéo, le combat qu'il y avait eu l'UFC dernier, comment il s'appelle, celui qui était face à Oliveira, Charles Oliveira, j'oublie son nom. Euh, Saroukian. ouais voilà, et il expliquait, voilà, dans la vidéo il disait, ouais Charles Oliveira il avait une guillotine,
Et pourquoi en fait il avait pas justement, pourquoi il avait pas tapé? Parce qu'il travaillait énormément la respiration. C'est vrai qu'avec Nassourdine, nous on le faisait, alors pas pour spécifiquement se dire on va pouvoir tenir même s'il n'y a pas d'oxygène par exemple comme dans les soumissions comme les guillotines, mais avec Nassourdine, c'est vrai que on a eu pas mal de résultats et on avait vu quand même une belle différence, enfin ne serait-ce que sa capacité aussi assez rapidement entre les rounds, juste à déjà mieux récupérer entre les rounds, à essayer de respirer par le nez et calmer son rythme cardiaque. Je vois très bien l'extrait auquel il fait référence. J'ai regardé le résumé encore de ce combat hier. Et en effet, tu vois, c'est hyper bien filmé. Il est pris dans la guillotine de Oliveira. Il a la tête rouge, il a les yeux qui commencent à... Et t'as l'impression qu'il est là, il arrive à trouver un souffle au milieu de cette guillotine quoi, de Oliveira, qui est quand même celui qui a le record de finition par guillotine à l'UFC, quoi. Surtout qu'elle avait l'air solide, ça avait l'air d'être bien enclenché, hein. Ouais. Et donc en effet, ouais, c'est aussi entre les rounds, comment tout de suite tu reviens à une respiration la plus contrôlée, la plus calme possible pour récupérer et repartir avec plus d'énergie, c'est ça? Exactement. Et ce que je disais à chaque fois, c'est-à-dire que, encore une fois, la respiration, elle sera pas parfaite dans les combats, mais l'idée déjà, c'est de faire en sorte, par exemple, dans les temps morts, enfin dans les temps morts, dans les temps plus calmes, là où il n'y a pas une grosse accélération, de profiter de chaque instant où potentiellement on peut calmer, on va dire, abaisser le rythme cardiaque et mieux oxygéner ses tissus, mieux récupérer. Alors que ça soit entre les rounds, bah là c'est plus facile parce que entre guillemets, enfin, il y a plus rien à faire, j'ai envie de dire. Il n'y a plus d'activité, mais typiquement sur les déplacements où il n'y a pas beaucoup d'activité, sur les phases où tu es contre la cage et qu'il n'y a pas, on va dire, tu peux contrôler, en profiter, en fait, Hmm, essayer de profiter de chaque instant pour faire en sorte de mieux récupérer, de mieux oxygéner les tissus et de repousser l'apparition de la fatigue. ouais. Dans des phases un peu plus statiques où justement tu peux revenir à la respiration, retrouver un peu d'énergie et même de concentration. Je pense que ça t'ancre aussi dans l'instant présent, ça te permet d'être présent, d'être concentré quoi, dans ton combat. Également aussi, alors après c'est vrai que ça doit pas être facile parce que enfin ça doit jamais être facile de dire tiens je vais essayer de me Hmm, concentrer là-dessus et ouais, il y a ouais, encore une fois il y a plusieurs paramètres à prendre en jeu, enfin rester concentré, mais c'est vrai que je pense que enfin c'est pas je pense c'est indirectement aussi ça va avoir un impact sur la capacité si tu arrives à te recentrer sur ta respiration, même si c'est des courts instants, tu peux aussi mieux te reconcentrer sur ce que tu as à faire juste après. Hmm. Mais déjà là, pour ceux qui nous écoutent, il y a une très bonne piste, peut-être à l'entraînement, pour le faire à l'entraînement, parce que c'est un entraînement. Tu peux pas arriver dans la cage, dans la compétition, sans l'avoir entraîné en dehors et ça va marcher. Mais moi, je sais que ça marche pour moi entre les randonnées. On enchaîne des randonnées ou entre les rounds, si vous faites du MMA, de la boxe, etc. Et ben essayez tout de suite. Moi, je sais que je marche. J'essaye de respirer par le nez le plus calmement possible, d'accentuer mon expiration. Et ça m'aide à retrouver du calme et à reprendre le randori un peu mieux, je pense. Qu'est-ce que tu penses de ce petit conseil hein, pour ceux qui nous écoutent? Je pense très bien, et même j'allais rebondir en plus sur quelque chose d'autre. C'est vrai que je pense que dans le meilleur des mondes, en tout cas, moi je pense que si j'étais combattant, entre les rounds, j'essaierais de rester debout et de pas m'asseoir. Je sais qu'il y a certains Ouais. combattants qui le font, qui restent debout, il y en a pas mal maintenant. Enfin, j'en ai déjà vu plusieurs. Et c'est vrai que moi, à titre perso, j'essaierais de faire en sorte ok, de rester dans la continuité de ce qu'il y avait précédemment, de me reconcentrer sur ma respiration mais d'essayer de le faire dans une position, alors soit en marchant légèrement, soit en restant déjà en position debout, parce que c'est jamais Mm. facile psychologiquement de se dire, ok, on va s'asseoir, c'est comme si on se dit, eh, tiens, on se met à Ouais. l'arrêt, et bam, il faut repartir. Moi, Mm. perso, mais encore une fois, hein, je suis pas combattant, mais c'est vrai que naturellement, je serais un peu comme toi, je ferais des petits pas, ou je resterai dans le coin, ou je resterai debout, et je me reconcentrerai majoritairement sur ma respiration, mais dans une position debout si l'activité physique est debout, si la discipline est debout. Ouais, ouais, moi c'est ce que je fais. Je marche un petit peu doucement et j'essaye de vraiment revenir à une respiration très calme, très contrôlée. Je sais que ça m'aide, hein, je suis loin d'être un grand combattant, mais testez, testez et gardez ce qui sera bon pour vous. Exactement, faut tester. Ouais. Euh, tu l'as dit, toi, donc t'es pas combattant, tu pratiques pas de sport de combat aujourd'hui, toi, Ryan? Ah, absolument pas. J'avais fait Non? un petit peu de la Ouais. boxe. Enfin, après, moi, j'aime bien, si j'ai l'occasion, j'avais fait mais en mode loisir de la boxe anglaise. Et c'est vrai que j'avais bien aimé la boxe anglaise. Parce qu'il y a déjà un petit moment, tu vois, il y a peut-être. Moi, ça devait être il y a 10 ans, je crois. Et après, moi, par contre, c'est marrant, mais je suis fan, en effet, des sports de combat, et particulièrement MMA. Mais pour le coup, tu vois, c'est pas que j'ai. Moi, j'ai tellement de trucs à faire, des fois, en me disant, tiens, si je fais ça, j'aurai moins de temps là-dessus.
Mais non, tu vois, j'adore cette discipline, mais disons que, enfin, si j'avais eu le temps ou si j'avais, enfin, c'est pas une question de temps parce qu'on peut tous avoir plus de temps, mais c'est pas forcément, tu vois, la priorité de me dire, tiens, j'aimerais bien faire. Moi, ce qui Mhm. m'intéresse plutôt, c'est de comprendre, alors, bah, bien évidemment, c'est de comprendre aussi les situations, les techniques, dans quelles conditions les personnes vont être. Mais ce qui m'intéresse vraiment plus, c'est vraiment de se dire comment le corps humain fonctionne. Et c'est vrai que je vais plus passer mon temps à m'entraîner, bah, typiquement à me dire, tiens, bah, je vais tester ces techniques. Je sais pas moi, de biomécanique, où je vais essayer d'aller travailler la respiration au courant, que plutôt me dire je vais aller travailler la discipline, parce que moi vraiment mon background c'est encore une fois l'être humain, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle je suis plus sur les sports de combat, mais en fait ce type d'approche je peux la transférer ben, dans toutes les disciplines sportives, parce que encore une fois la base c'est l'être humain, idéalement où la discipline sportive elle est dans une position debout, Ouais. avec des mouvements dynamiques. Mhm. Ok, et donc, qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à travailler essentiellement avec des combattants de MMA? Bah, en fait, moi j'étais fan de MMA déjà, enfin, ça remonte, c'était mais quand il y avait, je crois, Brock Lesnar, bon, c'est pas la référence peut-être absolue, mais vers 2009, tu vois, je m'intéressais déjà énormément au 2009-2010. À l'époque même, je me souviens, je sais pas si tu te souviens de Kimbo Slice. Ouais, mais Kimbo Slice, c'était du combat de rue, non? Ouais, mais ensuite il est venu à l'UFC. Ouais, ok. Et du coup, Moi, à je me cette souviens des époque-là, vidéos très très ouais. sombres de combats de rue, là, c'était n'importe quoi. Ah ouais, moi je regardais pas, j'étais pas fan de ça, mais j'avais entendu parler du nom de Kimbo Slice et je m'étais dit, ah ouais, il Hmm. va aller à l'UFC. Enfin, j'étais pas mal aussi à l'époque quand je regardais le catch. Et du coup, à cette période, donc Shogun Rua, Lyoto Machida, vers 2009, 2010, 2011, voilà, j'étais vraiment fan, mais j'étais pas encore dans le domaine. En fait, je travaillais pas, si tu veux, dans le sport ou dans la performance. Je faisais un autre métier à l'époque qui n'avait rien à voir. Et ensuite, j'ai fait ma reconversion, c'est vrai que le sport, moi j'aime beaucoup ça. Et je me dis, putain, si je pouvais travailler là-dedans. Et ben, il y avait le MMA Factory du coup à Paris qui était pas loin dans le 12e, et j'avais été déposé alors c'était Cécile Giornelli parce que j'avais fait mon BPGEPS avec elle, qui m'est mise en relation avec Fernand Lopez, et c'est comme ça du coup que j'ai pu avoir l'occasion de travailler avec les athlètes de MMA. Ok, c'était vraiment un souhait, un désir d'aller vers le MMA, quoi. Ouais, exactement. Yes, ok. Aujourd'hui, donc, t'accompagnes, tu travailles avec ce qui se fait de mieux, de plus haut niveau, quand on parle de MMA. Qu'est-ce que tu as pu constater des exigences requises pour atteindre ce niveau-là dans ce sport-là? Alors, bah, ça c'est, enfin, mais je pense que c'est évident, c'est-à-dire c'est la, le travail, c'est-à-dire c'est, enfin, alors déjà un par an, et ça va venir plus au niveau du mental, je pense déjà, mais de jamais renoncer, puisque forcément il y a des hauts ou bas, et je regardais un de Mhm. tes posts d'ailleurs juste avant qui disait, on peut être en colère sur soi, mais enfin il y a le mindset qui va entrer en jeu forcément, même si c'est pas encore une fois, moi c'est pas mon expertise, mais encore une fois pour le haut niveau, si on reste sur ces dernières défaites ou quoi que ce soit, bah, et on quitte, enfin on pourra malheureusement jamais arriver à ses rêves si, on va dire, au premier échec ou la première défaite on laisse tomber les bras. Donc on va dire, on pourrait dire l'aspect mental, le mindset, le travail, enfin je veux dire, le travail, mais j'ai envie de dire le travail intelligent, parce que c'est vrai que c'est pas qu'une question de travailler plus que Mhm. les autres, mais le travail régulier et le travail intelligent. Et je mettrais aussi, alors après je pense qu'il y a pas, j'avais pas trop réfléchi à ça, mais la récupération, on va dire la faculté de pouvoir écouter son corps et se dire, bah tiens là il faut peut-être faire des pauses, il faut peut-être récupérer. Et je dirais aussi euh, bah, enfin, la passion, parce que c'est vrai que si c'est pas ta passion, si tu fais ça, je sais pas moi, Mhm. uniquement parce que tu vois ça comme, pas un ascenseur social, mais comme une ressource financière, bah, malheureusement, c'est vrai qu'à la première défaite, tu vas dire, bon, bah, tu vas peut-être t'arrêter, parce qu'il faut que ça soit, bah, et je pense que tout le monde fait ça par passion, mais la passion, le travail régulier, la qualité du temps, on va dire la récupération, le mindset, et bah, déjà, je pense que c'est pas mal, mais je pense que ça c'est enfin, c'est la base pour évoluer vraiment au niveau. Ouais. Pour Euh, arriver à haut niveau, pardon, en tout cas, excuse-moi. ouais. T'as dit plein de choses hyper intéressantes là sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne et qu'on approfondisse. J'ai noté. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur génétique et des prédispositions génétiques? Tu vois, quand tu vois les gars quand même, les Cyril Gann, les Nassourdine Imanov, t'as l'impression qu'ils ont quand même des prédispositions ou des qualités génétiques
qui les ont aidés à atteindre ce niveau-là. Sans rien enlever à tout le travail, parce qu'en effet, tu peux avoir toutes les prédispositions génétiques que tu veux. Si t'es pas un bosseur, si t'as pas de la persévérance, de la passion et ce que t'as mentionné, ça marchera pas. Complètement, c'est vrai que tu vois, j'ai une très bonne remarque, hein, parce que le facteur génétique, même s'il y en a peu, enfin, quand tu regardes vraiment au niveau, c'est vrai que Cyril Gann, je pense que c'est un bon exemple. Francis Ngannou, c'est un excellent Hmm, exemple aussi. Je pensais moi à Alex Pereira aussi, parce que quand tu dis la façon ouais. dont encore une fois, hein, il n'y a pas que le facteur génétique, parce que comme tu as dit, si tu fais rien à côté, ça marchera pas. Pas dans le domaine du MMA, mais Usain Bolt. Et après, alors pour Nassourdine, je pense vraiment là, c'est le travail, parce que Mhm. euh, vraiment le travail acharné, la passion, travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, et lui, il a vraiment un objectif en tête. Pour le coup, je pense que l'exemple de Nassour, il y aura moins le facteur génétique qui rentre en jeu, mais vraiment le travail, le travail, le travail, le travail. Ok, ok, ok. Mais ça Mais n'empêche pas d'évoluer à haut ouais, niveau, la preuve. Tu vois. Et c'est pas parce qu'on ouais, n'a pas une génétique favorable ou optimale qu'on peut pas évoluer à haut niveau. bien Ou à sûr. plus haut niveau. Là après, on arrive sur ce qu'on appelle l'épigénétique, hein, c'est ça. Et donc le fait avec un entraînement, un environnement, ben, de pouvoir pallier à des ou en tout cas améliorer ses performances en s'entraînant donc intelligemment aussi surtout quoi. Exactement, parce qu'on a toujours la possibilité, la faculté d'activer on ou off certains gènes. Donc c'est pas qu'une question de génétique à la base. Enfin, il y en a qui vont avoir une génétique beaucoup plus favorable, mais il y a toujours cette capacité de pouvoir améliorer, on va dire, la génétique, d'activer des gènes avec le lifestyle, avec l'entraînement, et de pouvoir justement se rapprocher du plus haut niveau. Si c'est l'objectif. Ouais. Est-ce que ça, tu pourrais développer un peu sur le fait d'arriver à activer des gènes avec un travail spécifique, un entraînement spécifique? Alors ça fait très longtemps pour pas te mentir, mais c'est vrai Mm. que quand tu as parlé d'épigénétique, je m'en suis souvenu que je me suis pas Mm. intéressé vraiment à ce sujet typiquement. Donc je pourrais malheureusement pas à l'heure actuelle, parce que je Ouais. raconterais, ça serait pas pertinent. Mais je sais qu'en l'occurrence, tu vois, avec l'épigénétique, c'est la faculté vraiment de se dire, comme tu disais, en changeant ton environnement, eh ben, tu peux en fait, si tu as déjà un environnement favorable c'est encore plein de choses, hein, quand on parle d'environnement, on en revient, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'environnement, on va dire, électromagnétique, ça peut être l'exposition à la lumière. En donnant, on va dire, j'ai envie de dire, les bonnes ressources au corps humain, bah, tu vas pouvoir favoriser un meilleur fonctionnement parce qu'il va y avoir certains gènes qui vont s'activer ou la capacité vraiment de faire on-off comme un interrupteur. Et, euh, et bah, le terme, voilà, si les gens ils veulent moi je pourrais vraiment pas trop en parler là, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas été dessus. Mais comme tu disais, bah, regardez au niveau de l'épigénétique, j'avais acheté un bouquin, je crois que c'était l'épigénétique de la nutrition ou je sais plus exactement, qui était très pertinent aussi à ce sujet. Yes, ouais. Allez vous renseigner du côté de l'épigénétique, hein, c'est ce qu'on est en train de d'aborder. Ensuite, donc, tu as parlé de persévérance. Enfin, moi, j'ai traduit ça comme ça. Donc, cette Le capacité terme que je à... cherchais, merci. Ouais, Ouais, ça te va? ouais, très bien. Donc, la persévérance et la détermination qui est nécessaire pour atteindre ce plus haut niveau-là dans un sport comme le MMA, vis-à-vis de toutes les exigences, de tous les défis, de tous les challenges et les sacrifices, j'imagine, auxquels bah, les athlètes de ce niveau-là sont confrontés. Euh, Qu'est-ce que tu as pu voir, toi, justement, sur cette capacité à rebondir après l'échec, à persévérer, à être déterminé dans la répétition d'efforts et d'entraînement pour atteindre le plus haut niveau, quoi. Alors, je l'ai vu surtout, bah, je vais donner un exemple, ce sera plus concret avec, pour le coup, Nassourdine Imavov. Parce que c'est vrai que quand tu arrives au début, bon, lui, avec son frère, Dagui, ils reviennent à Paris en 2016, MMA Factory, ils commencent, ils sont deux, enfin, ils laissent tout tomber. Et c'est vrai que tu te dis, eh ben, ouais, c'est fou de se dire, tu laisses tout tomber, tu vas vivre à Paris, tu connais personne à Paris, tu vas dans un club, et ils vivaient à deux dans un tout petit appartement qui faisait, je crois, peut-être même 9 mètres carrés. Et au final, de se dire, bah voilà, c'est les revenus à l'époque, je pense que ces combats, ça devait être 200-300 euros. Même au bout de 2 ans, je crois, Nassourdine, il me disait, je crois qu'il y avait eu un combat où on lui avait proposé 700 euros. Et pourtant, il a jamais laissé tomber. Il a continué à s'entraîner. Enfin, il y avait eu une défaite, je sais plus quoi, je sais plus à quel moment, mais il y a eu une défaite, mais c'est pas pour autant qu'il a laissé tomber. Et au final, on y est, quoi, quelques années plus tard. Il est là maintenant à l'heure actuelle, lui, il doit être numéro 7 ou numéro 8. Donc c'est vraiment la persévérance. Et en plus, Nassour, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille tout le temps. Donc la persévérance avec la passion, bah, je pense que si, et avec le bon mindset, comme on disait, euh, même si c'est, enfin, je l'ai vu avec du coup Nassourdine, je sais pas si c'est la clé ou si c'est indispensable, mais en tout cas, tôt ou tard, je pense que ça va payer. Hmm. Donc cette persévérance et cette détermination, elle est alimentée, elle est motivée par
sûrement plein de choses, si on reste sur le cas de Nassourdine, mais beaucoup par une passion, un espèce d'amour profond pour ce sport, cette discipline. C'est ce que tu as constaté aussi? Exactement. Enfin, en tout cas, si la finalité est uniquement financière, je pense que je pense que l'objectif, faut dire pourquoi les gens ils vont persévérer, pourquoi ils veulent faire ça, leur objectif vraiment, leur projet de vie, pourquoi ils font ça, et en fonction, de l'objectif en fait, qui sont à la base. Je pense que Nassourdine aussi, même les frères Emov, ils le faisaient vraiment aussi pour la famille, pour mettre à l'abri la famille. Mhm, Donc, s'ils mhm. ont vraiment, on va dire c'est pas l'objectif, le terme que je cherchais, mais je le trouverai tout à l'heure. Des motivations. Ouais, voilà, des motivations plus profondes. Ah bah, je pense que c'est ça aussi. Ça va. Si t'as trouvé ta motivation, bah, même si, entre guillemets, il va y avoir des obstacles dans le parcours, même s'il va y avoir des défaites, bah, ils vont continuer à avancer parce qu'ils ont un objectif bien précis, parce qu'ils ont des motivations plus profondes que simplement, je sais pas, moi, devenir combattant MMA ou devenir champion MMA et gagner de l'argent. Je suis pas sûr que Hmm. ça serait une bonne question de demander aux champions, enfin aux gens qui ont eu la ceinture, quelle était leur motivation à la base. Est-ce que des gens ont pu réussir uniquement avec la motivation de se dire je veux gagner de l'argent et je veux être champion. Hmm. Bah, dans le cas du MMA, j'ai vraiment du mal à le croire parce que faut aimer ça quand même, rentrer dans une cage, se taper, enfin, si t'aimes pas ça, je vois pas comment tu peux y aller, quoi. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que justement, dans le MMA, il y a une espèce de phénomène un peu de l'objet brillant, comme on pouvait voir dans le foot il y a quelques années, où justement des jeunes voulaient se lancer dans le foot parce que c'était l'espoir de gagner beaucoup d'argent, tu vois. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a ça dans le MMA. Tu le vois toi aussi, tu le constates? Je pense, alors je sais pas si les gens se mettent au MMA pour ça, mais c'est vrai que totalement l'ascenseur social, le MMA ça représente un ascenseur social incroyable parce que j'en discutais avec une autre personne, un petit jeune qui s'entraîne en JJB, mais qui va se mettre au Mm. MMA, mais pas pour encore une fois l'ascenseur social, parce que c'est ce qu'il veut faire. Et on disait, bah, c'est vrai que je lui disais, bah, c'est vrai que tu as bien fait quand même peut-être de te lancer dans la MMA. Il avait un background aussi de Muay Thai, parce que c'est vrai que si tu décides de se dire, je veux faire champion boxe Muay Thai, ou alors boxe anglaise c'est encore différent, mais la possibilité de très bien gagner ta vie avec la Muay Thai ou la boxe anglaise en France, je veux dire, elles sont assez Mm. limitées à l'heure actuelle. Alors que si tu décides d'aller dans le MMA, en fait, c'est vrai que le développement, l'expansion du MMA à l'échelle internationale et plus particulièrement en France ces dernières années, bah, c'est vrai que ça représente quand même un bien meilleur ascenseur social. Et je sais pas, alors, c'est peut-être la cerise sur le cadeau de se dire, ah bah tiens, je vais aller, j'ai une passion pour les sports de combat, mais je vais peut-être aller vers le MMA parce que du coup, j'ai la possibilité de gagner bien ma vie et ça peut aller très vite pour aller dans les grandes organisations et parce que je pense que c'est pas que le combat, hein. Le MMA, ça, on va dire un rayonnement international, donc pour les sponsors, pour plein de trucs, pour pouvoir mieux gagner ta vie, bien gagner ta vie et y arriver beaucoup plus rapidement que si tu avais choisi, je sais pas moi, une autre discipline ou alors une voie plus traditionnelle dans un métier. Mm. Donc ouais, ça serait une motivation supplémentaire, peut-être qui donnerait le petit supplément de carburant pour tout donner, et arriver au plus haut niveau. Mais en J'y pense, effet, ouais. sans aimer ça profondément, tu vois, Et dans le cas d'Imanov Nassourdine Imanov, pardon, il y a peut-être aussi une dimension culturelle où lui, il vient d'une culture aussi où justement la lutte, les sports de combat sont hyper ancrés, hyper présents, quoi. Et ouais, non, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais oui, quand tu commences, de toute façon, quand tu tombes dedans déjà quand tu es tout petit, parce que je pense qu'il avait fait de la lutte tout petit, c'est encore différent. En effet, déjà, si de base, en fait, tu baignes dans cet environnement-là, bah, t'es encore, enfin, pas une source de motivation supplémentaire, mais je pense que la transition se fait d'autant plus facilement et naturellement en se disant, tiens, bah, je veux faire ça, quoi. Je veux en faire mon métier. Hmm. C'est vraiment passionnant comme discussion, je trouve, d'essayer de décrypter un peu qu'est-ce qui pousse ces combattants, notamment dans le MMA, hein, parce que moi je trouve j'en ai jamais fait, mais quand je vois, ça a l'air quand même particulièrement dur et exigeant comme sport. Qu'est-ce qui les pousse à tout donner, à aller aussi loin, quoi. Et de la même manière, Euh, ça peut être ouais. intéressant, excuse-moi, de se dire
pourquoi, on va dire, les personnes qui faisaient, je sais pas, de la lutte, ou pourquoi les personnes qui faisaient du judo, pourquoi les personnes qui faisaient de la boxe anglaise se mettent au MMA. Parce que c'est vrai que c'est moins souvent l'inverse, sauf quand tu es Mhm. peut-être plus en fin de carrière et tu es en MMA et tu te dis, tiens, je vais aller en boxe anglaise un petit peu, et peut-être parce qu'il y a de l'argent à se faire. Mais on voit plus dans ce sens-là, c'est-à-dire dans une Ouais. discipline déjà de base, qui faisait un sport de base, le judo, le JJB ou peu importe, et faire la transition vers le MMA, ça pourrait être intéressant de savoir, est-ce que c'est le challenge, parce que c'est plus complet, il y a plein d'autres trucs, est-ce que c'est le challenge, on va dire, je sais pas moi, d'être stimulé, est-ce que c'est peut-être l'ascenseur social, est-ce que c'est peut-être, je sais pas moi, parce qu'il a toujours voulu faire ça, mais qu'il voulait commencer d'abord par le JJB ou par la boxe anglaise. Mais c'est vrai qu'on voit plus souvent dans le sens là des autres sports de combat vers le MMA que vers le MMA dans les autres sports de combat. Ouais. Et on entend souvent le terme de transition. Il a fait sa transition vers le MMA. Et en effet, pour prendre un exemple récent, bon, pareil, je veux pas résumer sa psychologie, ses motivations, mais un gars comme Cédric Doumbé, t'as l'impression que bon, il y avait peut-être un challenge, mais il a jamais caché que c'était pour faire beaucoup d'argent aussi qu'il allait dans le MMA. Oui, c'est vrai. J'avais même pas pensé à cet exemple, mais là, dans ma tête, quand tu me parlais, je pensais à Francis, alors du coup, qui a fait enfin, l'inverse, du coup, la Ouais. transition par la boxe anglaise. Mais c'est Eric Doumbé, ouais, très bonne question. Et je pense aussi, parce que tu peux avoir, il y a aussi l'argent, et un impact rayonner beaucoup plus. Ben, quand tu vas dans la MMA, tu vas toucher beaucoup plus de monde. Et lui, il s'est jamais caché aussi sa capacité à divertir, le fait de divertir. Et c'est vrai que tu vas pouvoir impacter plus de monde avec ce que tu fais si tu choisis une voie comme l'MMA plutôt que s'il Mhm. était resté dans le kickboxing. Et pareil, bon, il y a aussi l'aspect financier, ça c'est pas négligeable non plus, hein. Mhm. C'est vrai que l'exemple de Francis Ngannou est parlant, lui à l'inverse, où à un moment donné, pour augmenter ses revenus, il a décidé d'aller dans boxe anglaise, même si a priori c'était aussi un de ses rêves. Et en plus de ça, ça lui a permis au niveau de ses revenus, d'exploser ses revenus, quoi. Ouais, et là pour le coup, je pense que c'était vraiment un mix des deux et pas que l'argent, parce qu'il s'était pas caché non plus depuis. Et lui à la base, il voulait faire de la boxe anglaise, et je pense, comme Mhm. tu disais, bah, ça devait être une de ses motivations intrinsèques de se dire je veux réaliser mon rêve, devenir boxeur, et en plus, cerise sur le gâteau, il y avait un énorme chèque, donc pourquoi il aurait refusé? Ouais. Ouais, parce que pareil, faut y aller sur le ring, combattre des combattants professionnels de boxe anglaise. Faut pas être motivé que par l'argent pour y aller, quoi. Ouais, surtout que la transition a été assez rapide au final, hein, quand on y Mm. repense. Ouais, ça c'est un. Je pense que justement Francis Ngannou, il a joué sur ses prédispositions aussi physiques et mentales qui lui permettent de passer comme ça d'un sport à un autre très Alors, rapidement. la prédisposition physique, c'est sûr, avec l'avantage génétique, ça aurait été Mm. bête de se dire, c'est vrai qu'il a une force de frappe tellement importante dans les points, et de se dire, je pense qu'à sa place, peut-être qu'on aurait tous fait la même chose, mais sur le papier, bah, c'est vrai que les points, quand Francis se connecte, bah, c'est vrai qu'en général, c'est KO. Et là, en plus de se dire, bah, il n'y a plus à penser à la possibilité d'aller au sol, de défendre la lutte ou quoi que ce soit. Donc, c'était normal de se dire, j'ai un gros avantage dans mes points. Et la boxe, bon, c'est pas que les points, c'est pas aussi simple que ça, hein, mais je pense qu'il a profité en effet, enfin il a su saisir l'avantage, on va dire, génétique qu'il avait et la force de frappe qu'il avait pour se dire, bon, en plus de ça, bah, c'est mon rêve et il y a de l'argent à la clé. Et je pense que c'est pour ça aussi que la transition s'est faite aussi rapidement et qu'une personne lambda ou peut-être avec des moins bonnes dispositions génétiques, je pense que ça aurait mis un peu plus de temps pour aller en boxe anglaise. Mm. En tout cas à ce niveau-là, à ce très haut niveau. Ouais, ouais. Parce que là Peut-être c'est vraiment le pour. sommet, hein, pour le coup en boxe anglaise. Bah ouais, ouais, c'est fou qu'il ait combattu des champions du monde comme ça de poids lourd si rapidement. Euh, Peut-être pour conclure sur cette question des motivations, je pense aussi que donc si, par exemple, quelqu'un qui fait du JJB décide consciemment d'atteindre le plus haut niveau dans ce sport, pour le coup, lui est vraiment motivé par un amour, une passion et par l'envie de devenir le meilleur combattant de jiu-jitsu brésilien parce que financièrement, on n'est pas du tout. Enfin, il n'y a pas les mêmes espoirs que dans le MMA, quoi. Oui, Tu vois. et je pense que à partir du moment, et ça c'est une très bonne remarque, parce que ça m'a fait penser à une chose, c'est une fois qu'ils ont atteint le sommet, bah, se dire, bah voilà, là maintenant peut-être que je peux faire la transition vers autre chose, parce que j'ai réalisé mon rêve, j'ai atteint le sommet dans ma catégorie ou dans mon pays, dans un JB, et maintenant je vais pouvoir faire la transition vers le MA, parce que mon premier rêve, ma première passion, elle est réalisée, et comme tu dis, hein, c'est-à-dire que je pense qu'en effet, JB,
En tout cas, en France, je suis pas sûr que les salaires soient énormes, les sponsors soient énormes. Donc, c'est Non. sûr qu'il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait euh, et aimer sa discipline quand on veut évoluer en JB. Mais pourquoi pas ensuite en profiter, une fois qu'on a atteint son rêve ou le sommet, de faire la transition sur une autre discipline ou sur un Ouais. autre métier, tout simplement. En gros, j'ai fini le jeu du JB, entre guillemets. Hop, je passe à un autre jeu, quoi. Exactement. Ou alors tu peux rester, bah après, sauf si c'est challengeant, sauf si c'est stimulant en se disant, ah, tiens, il y en a plein, ou si tu veux te tester au meilleur, de se dire, bah, je serais curieux de voir, là, il y a enfin, je dis n'importe quoi, hein, il y en a un qui arrive bientôt, et je serais curieux de voir qu'est-ce que je vaux en termes de, pour voir si tu es vraiment le meilleur, tu vois. Ça peut valoir le coup, enfin, ça peut valoir le coup, ça peut être intéressant de se dire aussi à ce moment-là, si c'est pas pour l'argent en tout cas, de se dire, je vais peut-être rester encore quelques mois, quelques années, parce que j'aimerais bien voir si bah, j'arrive à, à rester le meilleur, entre guillemets, dans ma discipline et se challenger et voir et se challenger face aux autres et face au, on va dire aux challengers, tout simplement. Ouais, ouais. Le challenge peut être après rester au plus haut niveau Exactement. et le plus Voilà. performant et le meilleur le plus longtemps possible. Là, tu vois, quand tu dis ça, je pense à Teddy Riner, qui a Oui, sûrement oui. reçu des propositions pour le MMA. Et lui, non, lui, c'est je rester le meilleur judoka du monde le plus longtemps possible, quoi. Et c'est un très bon exemple parce que je suis presque sûr, il y avait eu un article. Alors après, je sais pas si Teddy Riner avait confirmé, mais je crois qu'il y avait une offre même de l'UFC pour faire venir Teddy Riner, il y a déjà quelques années, hein. Ah ouais. Et je crois qu'il est. Alors, après, je sais pas si c'est véridique ou pas, mais c'était, il Hmm. parlait de plusieurs millions d'euros, je crois, pour la transition. Je crois que c'était 10 ou 15 millions d'euros pour qu'ils viennent en MMA. Je sais pas si c'était l'UFC, mais j'ai le souvenir, j'avais vu un article, je crois, qui parlait de Hmm. plusieurs millions d'euros pour faire la transition en MMA. Et au final, bah, tu restes dans ta discipline, tu, euh, tu marques le coup, tu restes, enfin, tu cementes on va dire, ta légende, enfin, tu marques, enfin, tu marques vraiment les esprits des gens en disant, bah voilà, même à, je sais pas combien, il a 34 ans, tu es au sommet du monde, tu restes la légende et tu restes dans ta discipline de cœur. Tu vois. Alors Ouais. qu'il aurait pu choisir peut-être la voie plus facile, de se dire, je vais aller en MMA, il y a beaucoup plus d'argent, donc c'est vrai que c'est pas qu'une question d'argent. Hmm. Hmm. Et Teddy Riner, tu vois, c'est un gars aussi qui, a priori, justement, a mis en place tous ces facteurs-là, quoi. Biologique, biomécanique, mentaux. T'as l'impression que voilà, il a tout pris, il s'est servi de tout ça pour tout optimiser, et c'est ça sûrement qui lui permet de maintenir ce niveau de performance-là aujourd'hui, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Alors, je serais curieux, je suis même pas sûr qu'on pourrait dire qu'il a un avantage sur la génétique, mais c'est vrai que lui, il a tellement, je pense, tout optimisé, parce que j'avais vu notamment un reportage aussi sur France 2, sur vraiment son entraînement type neurologique, tu vois, il utilisait Ouais. énormément l'approche neurologique. Le reste, après, je sais pas trop, mais déjà, si tu te dis il y en a pas des masses, en fait, déjà, des athlètes à très haut niveau qui vont avoir cette approche. Moi, en tête, là, tout de suite, j'ai Teddy Riner, Mhm. Djokovic, Mhm. parce que Djokovic, vraiment à haut niveau, à même ses disciplines, et là, tu vois, j'en ai Grave. pas. Si toi, tu as des noms en tête et tout, n'hésite pas. Alors, s'il y a, pardon, Anthony Joshua. Mhm. Aussi. Et quand tu vois, en fait, la question, c'est de savoir est-ce que ils font ça pour optimiser vraiment la performance et ne laisser moindre détail et optimiser vraiment tous les détails, pardon. Ou alors, est-ce que c'est cette approche-là qui leur a permis d'aller au plus haut niveau, ou alors est-ce qu'ils avaient déjà la génétique, c'est sûr, et qu'ils veulent simplement, on va dire, mettre toutes les chances de leur côté pour vraiment aller performer à plus haut niveau et rester au top le plus longtemps possible. C'est une bonne question de se dire est-ce que c'est ça qui a fait la différence, ou alors est-ce qu'ils étaient déjà tellement bien, tellement haut qu'ils ont voulu tout optimiser pour rester à haut niveau. Hmm. Teddy Riner, tu vois, c'est un gars autour des 15-16 ans, un mec qui fait des arts martiaux, des sports de combat, qui mesure 2 mètres, qui fait peut-être 150 kilos, je sais pas, un espèce de gaillard, qui dit non, moi, je décide d'aller voir une psychologue et je le dis, je l'assume pour m'aider à performer au plus haut niveau. Il Tu avait quel âge, casses tu tous dis, les là? clichés du. Comment? Ça, c'était quand il avait 15-16 ans, tu dis? Ouais, ouais, très très Ah oui. jeune. Et aujourd'hui, tu vois des gaillards dans les sports de combat, des arts martiaux de 30 ans, qui disent non, la préparation mentale, c'est pour les faibles, ou non, moi j'en ai pas besoin, tu vois. Lui, il a eu, je sais pas, l'espèce d'humilité et d'intelligence de dire, ok, euh, j'ai beau être le plus grand, le plus fort, j'ai besoin de cet accompagnement pour maintenir un équilibre dans ma vie intérieure et tout, qui me permettra de donner le meilleur de moi-même sur les tatamis, quoi. Mais c'est vrai que c'est fou, parce que je l'ai déjà entendu, qu'à très haut niveau, on puisse se dire non, préparateur mental, j'en ai pas besoin, ou je fais pas de préparation mentale. Moi, enfin, encore une fois, faut pas négliger.
si on veut vraiment évoluer et performer à plus haut niveau, je pense que tous les détails comptent et on ne peut pas se dire on va négliger cet aspect mental. Alors, on peut peut-être mettre moins en avant ou se concentrer plus, je dis n'importe quoi, sur la partie purement préparation physique, mais c'est vrai que à haut niveau, je pense qu'on disait qu'est-ce qu'il faut pour évoluer à haut niveau, bah, on ne peut pas laisser le moindre détail sans l'optimiser ou sans le travailler en tout cas, parce qu'il y a tellement de facteurs qui vont jouer sur la performance que si vraiment c'est ce qu'on veut, la performance et haut niveau, bah, on ne peut pas se permettre de négliger ça. Hmm. J'ai l'impression, peut-être que tu pourras nous éclairer là-dessus, que justement le discours qu'il y a aujourd'hui autour de la préparation mentale qu'on peut entendre, hein, même si ça c'est en train de changer, de non, j'en ai pas besoin, c'est pas nécessaire, c'est pas indispensable, et ben c'est le même discours qu'il pouvait y avoir sur la préparation physique il y a peut-être 10, 15 ans, où les premiers grands athlètes ont bossé avec des préparateurs physiques de façon individuelle. Alors moi, c'est parce qu'il y a 15 ans de ça, tu vois, parce que j'étais même pas encore dans le domaine, Ok. donc je pourrais pas dire. Mais tu vois, enfin, moi je trouve ça hallucinant de se dire peut-être potentiellement, mais si ça se trouve, moi j'en ai aucune idée, de se dire il y a 15 ans, on n'avait pas de prépa, c'est-à-dire qu'il y avait certains athlètes qui n'avaient pas de préparateur physique. Ben, C'est j'en suis pas certain à 100%, mais je pense qu'à un moment donné, ouais, peut-être il y a plus longtemps quoi, il y a eu ce discours de. Ben, j'ai l'impression, par exemple, Michael Jordan, c'est un des premiers à avoir bossé avec un préparateur physique que ah, pour lui. Tu vois, Tim Grover, en plus de peut-être ce qu'on pouvait lui proposer, tu vois, et qu'on te disait non, mais en fait, faire son sport, c'est suffisant, il n'y a pas forcément besoin de faire préparation physique à côté. Aujourd'hui, ça, tu le vois, tu le constates toi-même, ça, c'est impensable, on est d'accord. c'est impensable si tu veux vraiment évoluer à haut niveau et même si tu veux te faire plus plaisir, je veux dire, c'est impensable de se dire que. Alors, il y aura déjà. Tu peux progresser, hein, parce que juste faire l'activité physique, le sport, bien évidemment, tu peux. Alors, si c'est que le plaisir, bah, tu prendras plaisir, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi. Tu progresseras parce qu'à un moment donné, la répétition va faire que tu vas progresser. Mais est-ce que tu vas progresser à l'allure, enfin, à la vitesse que tu devrais? Est-ce que tu vas probablement, même sûrement atteindre un palier? Et c'est vrai que à haut niveau, c'est impensable de se dire que juste la pratique, la répétition peut te permettre d'évoluer à plus haut niveau. Et de la même manière que, alors après, je pense, moi, comme tu disais, je pense que ça devrait être. Je sais qu'il y a beaucoup de maintenant dans les clubs, il y a les préparateurs physiques, même dans les grosses structures, hein, le PSG, au foot ou au judo ou partout, tu as un préparateur physique pour l'ensemble. Mais moi, c'est vrai que même si, voilà, bon, ils ont tous des résultats, on va pas se mentir, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup une partie génétique qui joue dans les sports de haut niveau, dans le foot, mais de se dire de ne pas avoir recours potentiellement à un préparateur, peu importe, hein, que ce soit un préparateur mental, physique ou quoi que ce soit, pour optimiser de manière individuelle ses performances, c'est fou quand même. Hmm. Surtout si c'est l'objectif en fait, c'est ça. Ouais. Surtout si l'objectif c'est de performer à plus haut niveau. Ouais, je me demande moi donc combien de temps ça va prendre pour que eh ben, ça devienne impensable de ne pas travailler avec un préparateur mental si justement tu veux atteindre le plus haut niveau, tu vois. L'avenir nous le dira. Bah, je pense qu'il y a déjà dû avoir une belle évolution. Non, moi, j'y connais, encore une fois, Ouais. c'est pas du tout mon domaine, donc je sais pas comment c'était il y a 10 15 ans. Je sais, moi, à l'époque, quand j'avais entendu préparateur mental, et on donnait l'exemple souvent, le avant-après, c'était Cédric Pioline au tennis. Je sais pas si tu t'en souviens. Non. Et il disait, enfin, je sais pas, moi, je suis resté là-dessus en disant, voilà, Cédric Pioline, à partir du moment où il a pris un préparateur mental, bam, la différence, c'était le jour et la nuit, et il a commencé à performer. Hmm. Et donc, et Cédric Pioline, ça remonte déjà à quelques années, mais je pense que ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, c'était pas très courant d'avoir un préparateur mental il y a peut-être 10 15 ans déjà. Je sais pas si ça a évolué, je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup plus maintenant, il y a beaucoup plus de préparateurs mentaux dans le milieu. Hmm. Alors après, à haut niveau, ça, j'en sais rien si ça fait partie de l'équipe ou pas, mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre pourquoi. Et je pense pas que ça soit que financier, hein, je veux dire, pourquoi ne pas inclure quelque chose dans la préparation qui va faire, dans le pire des cas, ça sera la même chose, et dans le meilleur des cas, tu vas optimiser la performance. Hmm. Et je pense pas que dans le Ouais. pire des cas, ce soit la même chose. Dans le pire des cas, tu auras une progression, mais peut-être qu'elle sera plus minime. Je veux dire, à haut niveau, Hmm. encore une fois, tous les détails comptent. Ouais. T'as raison, hein, il y a de plus en plus de préparateurs mentaux, de sportifs qui en parlent, de clubs, de structures qui l'intègrent aussi dans leur staff. Donc oui, c'est en train de se développer parce que euh, bah, on en voit, je pense qu'on en voit les résultats de plus en plus. C'est c'est peut-être moins vendeur ou visible entre guillemets aussi que la préparation physique ou euh, Ouais. tu vois comment le corps d'un athlète a changé, comment son explosivité a changé, tu vois, ou sa vitesse, c'est impressionnant quoi. C'est
Et c'est dommage parce qu'au final, c'est enfin difficile de quantifier, on peut jamais savoir. Mais si ça se trouve, la performance d'un athlète qu'on voit, enfin, il a un préparateur mental qui est dans l'ombre et peut-être, je dis n'importe quoi, que 80% des résultats, finalement, c'est que le mental et que même s'il a un physique, on voit qu'il a des pecs d'acier ou quoi que ce soit, qu'il a un conditioning de malade, au final, ça, c'est peut-être, j'ai envie de dire, la partie simplement la partie visible qu'on voit et qu'au final, en fait, encore une fois, toute la base, toutes les fondations sont peut-être le résultat d'un travail de l'ombre et c'est difficile à quantifier en fait, c'est ça. Hmm. On voit le physique, on se dit ah ouais, il a un physique de ouf, c'est parce qu'il a un bon préparateur physique, alors que encore une fois, c'est pas parce qu'une personne a un physique de malade que déjà il s'entraîne de manière optimale et qu'il a un bon préparateur physique, mais si ça se trouve, encore une fois, c'est même sûr, c'est l'accumulation de différents facteurs, comme tu disais, le mental, le physique, la partie pratique, enfin, à un moment donné, il y a aussi la partie technique, parce que tu sais, on disait, Bien sûr. on peut pas faire que l'activité physique, mais c'est vrai que ça compte, on va dire. Moi, ce que je mettrais les trois, c'est la partie technique, l'activité, la partie physique et la partie mentale, si on devait vraiment résumer les trois piliers super importants pour Ouais. performer à plus haut niveau. Moi, je parle souvent de quatre piliers parce que je rajoute la tactique dedans, mais c'est le Oui, technico-tactique, quoi. C'est exact. assez proche. Juste pour poursuivre un petit peu cette réflexion là sur préparation physique, préparation mentale et à quel point c'est intégré, je dirais que la différence, c'est qu'aujourd'hui, la préparation mentale, les athlètes attendent d'en avoir besoin, entre guillemets, pour y avoir recours, alors que la préparation physique, on n'attend pas d'en avoir besoin, on le fait, et puis c'est tout. Complètement, je pense. C'est-à-dire que. Et après, alors, comment tu juges que tu as besoin d'une préparation mentale? C'est quoi le déclic? Est-ce que c'est parce que c'est une Mhm, défaite? Comme tu disais, mhm. j'avais vu le post où tu disais perdre contre quelqu'un enfin, qui est meilleur que soi, il y a pas de souci, tu vois, ça arrive. Perdre contre quelqu'un alors que tu sais que tu étais meilleur que lui, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas dire, ah bah mince, est-ce que c'était le mental? Pourquoi j'ai perdu? Et c'est à ce moment-là que tu en as besoin, mais vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de dire. Ouais, oui, de toute façon, c'est clair, c'est clair. Ok, cool, sympa d'avoir abordé ce point-là. Je voulais qu'on parle un petit peu de ton concept de modern caveman. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept, la philosophie qui sous-tend un peu cette approche-là, et pourquoi tu as choisi ce nom-là aussi qui est assez évocateur? Ouais, alors Modern Kamen, exactement. J'ai mis du temps à trouver le nom là. J'ai mis pas le temps à trouver ce nom. Et l'idée Modern Kamen, tu vois, donc c'est la partie caveman, on va dire, parce que c'est la partie un peu plus ancestrale. Parce que en soi, le corps humain à l'heure actuelle, au XXIe siècle, il a très peu évolué que l'homme des cavernes. Quand je dis l'homme des cavernes, hein, j'inclus hommes et femmes, hein, mais on va dire, parce que c'est le terme caveman, l'homme des cavernes, il y a 50 000 ans ou 200 000 ans. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'évolution. Et l'idée, c'est de se dire, ah ben voilà, donc on est à peu près sensiblement à la même chose qu'il y a 50 000 ans, 200 000 années, et de mettre une approche un petit peu plus, on va dire, euh, moderne dans l'entraînement que ce qu'on trouve à l'heure actuelle, et de partir du principe, tu disais, c'est vraiment une approche, l'approche que j'ai, c'est, on va dire, dans 90% des cas, 95% des cas, c'est pas l'approche, tu vois, que tu vas trouver de manière générale pour la santé ou la performance. C'est d'avoir une approche moderne, on va dire, en termes de science, en termes des Mhm. avancées, en termes, on va dire, de neurologie, en termes de biologie, en termes de biomécanique. Et on peut aussi se dire, là, cet aspect moderne, c'est aussi de se dire que c'est une structure ancienne, donc l'Homo sapiens, l'homme des cavernes, qui vit maintenant dans un monde moderne. Et en fait, et voilà, et donc c'est pas la même chose, c'est-à-dire que c'était plus facile d'être en bonne santé à l'époque, il y a ne serait-ce que 200, 300 ans, quand il n'y avait pas, quand il y avait pas, on va dire, toute cette, quand l'environnement n'avait pas si changé que ça, quand il n'y avait pas, on va dire, les ondes électromagnétiques, quand il n'y avait pas les lumières artificielles. Et c'est toute la difficulté, c'est de vivre dans un monde moderne avec une structure qui date de 150 000 ans, 200 000 ans. Et voilà, donc Ouais. le nom en soi, Modern Caveman, c'est ça. Et l'approche, ah bah, justement, c'est de se dire, la finalité, pardon, c'est de se dire comment faire en sorte de retrouver un fonctionnement plus naturel et plus fonctionnel du corps humain. Hmm. C'est marrant, je suis en train de relire le livre Sapiens, là, que j'avais lu il y a 3 4 ans, je crois, pendant le confinement. Tu l'as lu ce livre? Je l'ai, mais je l'ai pas lu. Honte sur moi. Mais après, je vois très bien, plus ou moins dans l'ensemble. Je pense que ça va complètement dans ce sens-là. Mais c'est vrai Mhm. que j'ai jamais lu. J'ai beaucoup de bouquins en plus que j'ai jamais lu. Mhm. Mais je pense que c'est vraiment. Il y avait moi, j'aimais bien beaucoup aussi. J'ai plus son nom. Franck. Exubérance animale. Je me suis beaucoup inspiré de ça, mais j'ai plus Ok. son nom de famille, je vais l'écorcher. Mhm. Mais qui utilise aussi beaucoup cette approche de se dire, on est tous, alors, on est tous des animaux de base. Enfin, je veux dire, l'Homo sapiens fait partie. Si on suit l'évolution, on va dire, c'est dans la continuité, et de se dire, ah bah voilà, pourquoi on va aller faire. Je te donne un exemple très simple, mais
pourquoi on va aller, pourquoi on va aller s'embêter à aller dans une salle de FIA. Enfin, c'est pas le meilleur exemple, mais de prendre en compte, en fait, se dire, on a été conçu de cette façon. Et donc, si on veut vraiment évoluer à notre plein potentiel ou si on voulait être en bonne santé et performant, bah, de respecter, on va dire, les fonctions de notre humain, respecter la façon dont on a évolué pendant des dizaines de milliers d'années. Moi, j'aime bien donner un exemple. En général, c'est tout con, mais si tu as, j'aime bien l'exemple de la voiture. Si tu as une Ferrari qui a été conçue pour faire du circuit, ah bah, le meilleur rendement de cette voiture-là, ça sera pour faire du circuit du circuit et de la vitesse. Tu vas pas aller prendre, enfin, tu peux prendre cette Ferrari pour aller faire du hors-piste et pour aller dans la montagne, mais tu risques de l'abîmer, tu risques d'abîmer le moteur. Donc l'idée, c'est encore une fois, si tu veux le meilleur rendement, que ce soit un objet inerte ou on va dire une structure vivante, ah bah, c'est de respecter simplement la façon dont le corps il a été conçu à la base, dont il a été designé, et sans faire trop compliqué, on va dire d'un point de vue purement mouvement, c'est quoi? Bah, c'est en fait c'est bah, la marche, la course et tout ce qui est rotation. Et qu'est-ce qui différencie l'être humain des autres espèces vivantes? Bah, c'est la position debout. Donc c'est Hmm. déjà en partant du principe de se dire, dans ton entraînement, pour respecter, pour améliorer le fonctionnement de ton corps humain et pour que ça soit plus naturel, d'essayer de faire en sorte déjà de respecter ces quatre principes. Ouais. Ouais, et donc quand tu pars de ce postulat là de départ, c'est vrai que ça amène à plein de trucs. La nutrition, en effet, quand tu parles d'une Ferrari, tu mets pas n'importe quel carburant dedans, tu vois. Et Exact. sur ça, je pense à Nassim Nicolas Taleb, qui dans son livre Antifragile dit que lui, il ne mange rien qui n'existait pas il y a 1000 ans ou un truc comme ça, tu vois. Tout ce qui n'existait pas il y a peut-être 1000 ans, je sais plus, ben il le mange pas. Pour lui, c'est pas avec ça qu'on doit être nourri. La position assise aussi, du coup, on passe beaucoup de temps dans cette position assise. Ouais, la nutrition, la posture, le mouvement, et même la dimension mentale. Ça, c'est des discussions que j'ai avec les sportifs souvent sur en compétition, la peur du regard des autres, du jugement et la recherche de validation. Et ça, tu te rends compte que c'est des mécanismes aussi qui sont hérités de la préhistoire, où à un moment donné, ta survie dépendait de ton appartenance à un groupe. Ah, Un, un caveman seul dans la nature était un caveman mort, tout exact- simplement, tu vois. Et qu'on exactement. a encore ces mécanismes psychiques, psychologiques qui font que dès qu'on ressent une forme d'exclusion, eh ben ça génère en nous beaucoup de peur, de friction. Alors qu'aujourd'hui c'est plus vraiment le cas, tu vois. Et puis tu peux appartenir à plein de groupes, mais il y a encore des mécanismes aussi psychologiques qui sont en jeu chez nous et qui sont hérités de cette époque-là. Mais c'est un très beau parallèle, enfin, il est top le parallèle là où tu disais en effet l'isolement, le fait de se sentir seul. Et comme tu disais, un homme, enfin un Homo sapiens il y a 50 000 ans tout seul, enfin, il n'allait pas survivre. Mhm. Et c'est vrai que c'est aussi important, même de nos jours à l'heure actuelle, de se dire pour un épanouissement total, bah, et ok, il y a la partie physique et la partie mentale, mais aussi la dimension sociale, le fait d'appartenir à un Mhm. groupe, d'avoir une communauté, ça permet vraiment d'un enfin, le cerveau humain a été conçu, connecté pour être justement pour interagir avec d'autres cerveaux. Donc c'est Ouais. vrai que l'isolation, enfin l'isolement, Mhm. c'est pas optimal, mais même si des fois on est peut-être certaines personnes vont se trouver plus performantes ou plus productives quand elles sont seules, mais sur le papier, en tout cas, comme tu disais, le cerveau humain, il a été conçu pour pouvoir interagir avec d'autres cerveaux. Hmm. Ce qu'il dit dans Sapiens, voilà, il me semble, c'est que justement la survie d'Homo sapiens s'est jouée en grande partie par sa capacité à fonctionner en groupe. Parce que, en gros, en descendant de l'arbre ou un truc comme ça, il s'est retrouvé beaucoup plus vulnérable et que c'est l'aspect social qui lui a permis de s'entraider, de survivre. Et donc, tu faisais tout pour rester, accepté et membre d'un groupe, et si t'en étais exclu d'une façon ou d'une autre, ben, t'étais condamné à la mort. Et donc on a des mécanismes psychiques comme ça très ancrés qui peuvent être en jeu encore aujourd'hui, quoi. Et je pense, alors c'est vrai que comme tu dis, on n'en a pas forcément besoin dans un monde moderne, mais je pense que ça fait partie, enfin, ça fait partie de Ouais. notre programme de base. Et pour un épanouissement total, encore une fois, moi je suis persuadé que c'est vrai que c'est mieux quand on appartient, enfin qu'on fait partie d'un groupe. Alors, autant choisir un groupe auquel Ouais. on a des affinités et tout, mais c'est indispensable, on va dire, pour s'épanouir de, Ouais. totalement, on va dire. Ouais. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que a priori, si tu perds ta compétition, tu ne seras pas exclu du groupe, quoi. Ah oui, ouais, dans ce sens-là, oui. Normalement, tu vois. Oui, donc t'as rien, oui, donc t'as rien, enfin, donc ils se mettent
on va dire, des boucliers, enfin pas des boucliers, Des peurs. ouais, des obstacles qui n'ont pas lieu d'être. Hmm. Ouais, souvent c'est ça, parce que tu te dis, ah, si je perds, ben, ils vont moins m'aimer, ou tu vois, il peut y avoir plein de choses comme ça, je vais être moins accepté dans le groupe, et donc, ah, si je suis moins accepté dans le groupe, je suis exclu, je suis isolé, et ah, ça, tu vois, Et on en consciemment arrive ou quoi. inconsciemment? Ben, l'idée de la préparation mentale, c'est justement d'amener ces choses-là à la conscience, je pense. Et c'est le degré de conscience qui fait toute la différence. Quand tu comprends les mécanismes et les schémas mentaux qui sont en jeu là derrière, mais après, tu as plus de pouvoir pour t'en détacher et en mettre en place de nouveaux. Mais oui, c'est Ah. le parallèle en tout cas que tu avais souligné, c'est fascinant. Et tout, enfin, après, hein, encore une fois, c'est l'idée de ne pas manger ce qu'il y avait il y a 1000 ans. Bah, alors, après, c'est pas facile, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société assez moderne, enfin, tout dépend où la personne elle vit. Mais l'idée, c'est de faire en sorte déjà de, de se rapprocher peut-être de ce qui existait il y a 50 000 ans. Alors c'est pas pour laisser tout le côté technologique, avancée technologique, hein, parce qu'on peut très bien utiliser les avancées en termes simplement de science, mais en termes aussi de technologie, on peut profiter de la technologie moderne pour aussi revenir à un fonctionnement un peu plus naturel du corps humain. Tu vois, un exemple tout bête, mais les saunas, la lumière rouge, red light therapy, les bains froids, je veux dire, c'est comme sont, enfin, tout dépend Hmm. comment tu le fais, bain froid, mais sont des technologies modernes et ça serait bête de ne pas se servir de ces technologies. Mais l'idée, c'est quand même de se dire, il y a quand même je pense, une nécessité de faire en sorte de revenir à un fonctionnement quand même plus naturel. Et en revenant à un fonctionnement plus naturel, automatiquement, tu vas avoir un corps qui fonctionne mieux au quotidien. Et on en revient au postulat de base, c'est-à-dire la performance et la santé, c'est un corps qui fonctionne mieux au quotidien. Hmm. Et un athlète performant est avant tout un humain performant, quoi. Exactement, c'est ça. Moi, je pars du principe de base, c'est si tu performes en tant qu'humain, tu vas Hmm. performer. Alors, encore une fois, il y a plein de paramètres à prendre en jeu, mais tu vas déjà, en performant mieux comme humain, tu performeras mieux comme athlète. Ouais. Toi, justement, tu as fait l'expérience sur toi de tous ces concepts, de toutes ces méthodes, de cette philosophie? Oui, alors c'est vrai, que, autant je fais pas de MMA, je pratique pas le MMA, mais autant tout ce que j'enseigne, je le teste, c'est-à-dire je le mets pas en pratique directe tant que je l'ai pas moi testé un minimum en amont. Ça avait fait Hmm. pareil avec la respiration, tu vois. Je me suis dit, bah voilà, ça sert à rien d'abord de tester si je le fais pas en amont. La partie biomécanique, tout ça, je le teste, le style de vie, l'environnement, je le teste en amont. Après, des fois, j'ai pas besoin d'avoir trop de recul, hein. Je me dis, ah ouais, je vois déjà des résultats, hop, je vais pouvoir commencer à le mettre en place avec soit des entrepreneurs, soit des athlètes. Mais je Hmm. teste tout ce que je fais en amont. Et aujourd'hui, c'est quoi pour toi les grands piliers justement de ta santé, de ta performance au quotidien? À titre perso, Ouais. alors le sommeil, vraiment, après encore une fois, c'est pas, je peux optimiser, il y a plein de trucs que je peux optimiser, mais pour moi vraiment la clé c'est un sommeil. Alors je dormais quand même déjà plus ou moins bien, mais j'avais du mal à retrouver le sommeil, donc un sommeil de qualité. Hmm. Alors un- une pratique sportive régulière, là c'est vrai qu'il faut que je le mette en place, c'est vrai que je teste beaucoup de trucs, mais je pourrais être un petit peu plus régulier et quelque chose d'avoir plus concret en termes de pratique sportive. Mais encore une fois, hein, quand je mets le sport, il faut bien comprendre, c'est pas du sport, une approche bien particulière du sport, parce que malheureusement, c'est vrai que on peut se dire, je dis souvent, c'est vaut mieux des fois à rien faire en termes de sport, et vaut mieux juste simplement marcher, être dynamique, que faire, en fait, que d'aller faire de la course. Et si ta course à la base, ta posture n'est pas optimale, c'est vrai que si Hmm. t'as pas une posture optimale déjà de base, debout, quand tu vas marcher, elle sera pas optimale. Quand tu vas courir, ce sera encore pire. Donc des fois, moi j'ai envie de dire, vaut mieux moins de sport et optimiser tout le reste à côté. Et dans le meilleur des mondes, avoir une pratique sportive optimale. Mais moi, les piliers de ma santé, ça serait vraiment le sommeil, l'alimentation, parce que j'ai changé aussi un peu l'alimentation, notamment le petit déjeuner, et vraiment tout ce qui est environnement, c'est-à-dire une exposition à la lumière tous les matins, une exposition à la lumière régulière, et faire en sorte de diminuer aussi moi tu vois, le wifi, tu vois, moi je suis dans un studio et il était allumé H24 7 jours sur 7, donc j'ai acheté par exemple un petit interrupteur, tac, il se coupe automatiquement à 23h30 je crois, et il se rallume à 7h30. Donc à l'heure actuelle, moi je dirais les quatre piliers, c'est le sommeil, le, on va dire l'activité, le mouvement, pardon, je pourrais dire le mouvement tout Ouais. simplement, excuse-moi. Et on mettra l'environnement, donc dans l'environnement je mets lumière et onde, et je pourrais rajouter, euh, je rajouterais, même si c'est pas vraiment un pile, la respiration, parce que pareil, tu vois, des fois tu as du mal, tu commences à partir à droite et à gauche, et d'avoir la capacité de faire le vide, de se dire ok, de te reconcentrer
À l'heure actuelle, moi j'utilise énormément plutôt la respiration. On peut le faire, je sais, avec la méditation et de façon différente. Mais vraiment de se dire, des fois, faire le vide et de pouvoir me dire, de me concentrer sur le moment présent et d'essayer de penser à rien. Donc, avec la Hmm. respiration, à l'heure actuelle, ça marche plutôt bien. Super, merci de partager ça. Comment les athlètes y réagissent justement quand toi tu leur apportes des méthodes comme ça qui peuvent être assez novatrices, assez originales, où tu dis bon, voilà, faut que tu coupes le wifi quand tu vas te coucher, le matin tu regardes pas ton téléphone, tu vas regarder la lumière du soleil pendant 10 minutes. Comment ils réagissent un petit peu? Alors, les athlètes, j'ai pas encore mis tout ça, tu vois, Ok, j'aime beaucoup avec les entrepreneurs. Et ensuite, encore une fois, ouais. ça va dépendre. C'est-à-dire que si l'athlète, il me dit déjà à l'heure actuelle, maintenant j'ai un bon sommeil ou quoi que ce soit, j'ai pas eu besoin encore de rentrer là-dessus, Hmm. d'optimiser cette partie-là, parce que c'est vrai que il y a peut-être plus important, il y a d'autres axes d'amélioration qui sont plus importants. Mais alors, je vais prendre l'exemple des entrepreneurs. Ensuite, les personnes, en fait, de toute façon, si leur objectif c'est de mieux dormir, si leur objectif c'est de perdre plus de gras, ils stockent du gras et qu'ils veulent perdre du poids pour X raison, bah, naturellement, à un moment donné, s'ils sont dans cette démarche de se dire, voilà, c'est ça mon objectif, j'ai envie de dire, si c'est vraiment ce que tu veux, peu importe ce que tu vas mettre en place, si on atteint l'objectif, mais c'est vrai que sans même parler du style de vie, tu vois, cette approche de se dire, ah oui, couper le wifi ou euh, mettre le téléphone dans une autre pièce ou quoi que ce soit, c'est un peu différent de ce qui est proposé, et que ça soit avec le style de vie ou l'entraînement, tu vois, il y a toujours certaines frictions de se dire, ah oui, tiens, mais ça, c'est nouveau, pourquoi je ferais quelque chose de nouveau, et surtout pour l'entraînement, alors que tous les autres, ils font pas ça, ils font ça, ils font la même chose. Pourquoi risquer de se dire, je vais avoir des moins bons résultats en faisant un truc que personne ne fait? Mais après, ça, c'est vrai que notamment sur l'approche purement neurologique, en fait, bah, je leur montre, c'est assez rapide. L'approche neurologique, je peux leur montrer instantanément, leur dire, bah, tu vois, par exemple, là, tac, 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 tu avais certains muscles qui étaient inhibés, tu avais ça qui marchait. Et en faisant une manipulation à recalibrage, je leur montre que instantanément, hop, Hmm. simplement en changeant l'information du système nerveux, ils peuvent avoir donc un nouvel output, un nouvel signal de sortie, et ça va permettre de modifier quasiment instantanément, même si c'est de manière éphémère, et du coup, bah, d'améliorer la performance. Ouais, t'as un effet waouh quoi, qui Et montre ça de aide, parce suite. que sinon, c'est compliqué. En fait, si tu leur montres plein de trucs et tu leur dis, mais il faut attendre 2 mois, 3 mois, quoi que ce soit. Donc, je me sers Ouais. énormément avec l'approche neurologique de l'effet. Enfin, l'effet, ouais, c'est de leur montrer le avant-après. Et l'avantage, c'est que le avant-après, même si, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va être éphémère, parce que ça prend plus de temps pour, on va dire, pour des adaptations structurelles, mais ça va mettre Mhm. un peu plus de temps, oui. Mais en tout cas, les résultats, instantanément, ils sont là, même si c'est éphémère. Et ça, du coup, il se dit, ah ouais, donc c'est vrai qu'il raconte pas n'importe quoi. Et ensuite, pour la respiration, par exemple, quand j'avais commencé, moi, il y a plusieurs années, même où certains exercices de coordination et tout, on pouvait se dire, ah ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Et après, tu vois d'autres personnes qui commencent à le faire, d'autres athlètes, je pense, la respiration, il y en a plein ensuite qui se sont mis à la respiration. Il y a certains exercices, notamment, moi, j'utilise pas mal de coordination avec rope flow, c'est des cordes. Je m'en souviens ensuite, il y avait, on voyait Victor Belfort le faire. Donc, après, au début, c'est délicat parce qu'il faut être assez ouvert d'esprit. Mais ensuite, enfin, soit donc, il y a la possibilité de se dire, on fait un avant-après, on se dit, ah ouais, t'as vu, là, on peut améliorer avec ça instantanément. Soit il y a aussi enfin, c'est pas malheureux, mais c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, la validation d'autres personnes. Tu vois d'autres Mhm. personnes qui commencent à le faire, et là, tu dis, ah ouais, donc en fait, il avait pas tort. Ouais, en effet, de prendre exemple sur bah, les précurseurs, les leaders de ton sport, de ta discipline, qui eux mettent des choses en place, ça donne une sorte de légitimité, de crédibilité. C'est là peut-être que la science aussi, elle peut t'aider en montrant, bon ben voilà ce que la science a montré par rapport à telle méthode, à telle technique, pour ceux qui y sont réceptifs peut-être, quoi. La science peut aider, c'est vrai que mais il y a des études, avec toutes les études, on peut démontrer tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que Hmm. la science est extrêmement important pour savoir dans quelle direction on va, pour comprendre le fonctionnement du corps humain et du cerveau. Mais je n'utiliserai pas à 100% la science, malheureusement, parce que bah, en fait, il y a une étude qui peut démontrer totalement le contraire. Ça dépend aussi Hmm. de plein de paramètres. Euh, après, pour les sportifs, je ne sais pas si justement la science validerait en leur disant, bah, regarde l'article là. Je pense qu'il leur faut vraiment du concret. Et du concret, c'est soit quelqu'un d'autre le fait déjà. Ça veut dire que, ah oui, si lui il le fait déjà et il est à ce niveau-là, c'est qu'il y a un intérêt de le faire. Soit il faut qu'il puisse voir des résultats quasiment instantanés. Ouais, ouais. Ou alors, il faut vraiment bien Oh, expliquer les choses. hmm. Je j'aime cette discussion parce que tu sais, moi je mets beaucoup en avant la pratique de la méditation. Et en effet, la méditation, il n'y a rien de magique, c'est un entraînement, une répétition, une régularité. Et on dit qu'il faut au minimum 8 semaines pour en ressentir vraiment l'impact, tu vois. Et aujourd'hui,
neurosciences ont mis en avant plein de choses hyper intéressantes sur l'impact de la méditation sur le cerveau, la performance, le bien-être, tout ça. Mais ce qui a le mieux marché, c'est quand j'ai fait un post sur Instagram avec des photos de Rickson Gracie, Nicolas Meregali, Tanaïl Dalpra, Cole Dabaté, des grands noms du jiu-jitsu brésilien en train de méditer, en disant bon, regarde. Et c'est ça que j'ai l'impression qu'il y a eu le plus d'impact sur ah ouais, ok, d'accord, mais si eux le font, c'est pas juste pour comme ça, quoi. Et je peux comprendre, parce que tu te dis, c'est normal de se dire, tiens, quand on le disait, cette appartenance de dire tu vas appartenir à un groupe, si tu vois que le groupe, ou que, imaginons, tout le groupe, tiens, il va prendre cette direction, il va à droite, et personne va à gauche, tu dis, bah voilà, pourquoi je vais aller à gauche, et dans quoi je vais me mettre? Mais si tu vois peut-être déjà une ou deux personnes, tiens, elle est à gauche, pourquoi elle était à gauche? Ah bah, je vais peut-être aller à gauche, parce que je suis pas à la première. Soit, alors c'est jamais facile d'être les premiers, de se dire, tiens, je vais aller dans cette direction-là, et j'y vais un peu dans le flou, en freestyle, il y a personne pour m'appuyer, ou pour dire, tiens, mais si, c'est pas mal ça, regarde, il y a lui qui fait ça, ou il y a déjà eu des résultats. Mais au final, je veux dire, s'il y en a, soit faut attendre un tout petit peu, et tôt ou tard, encore une fois, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont suivre cette direction, et ensuite il faut quand même une ouverture d'esprit, parce que même Hmm. si toi, tu es persuadé en tant que coach, préparateur mental ou physique que ton approche c'est la meilleure, si la personne n'est pas ouverte d'esprit et qu'elle voit que, encore une fois, euh, la majeure partie des athlètes suivent je dis n'importe quoi, non pas de préparateur mental ou font une même préparation mentale eux-mêmes ou quoi que ce soit, bah, ils vont avoir des réticences à se dire pourquoi je ferais ça. Alors ça, c'est très, très intéressant, ce terme que tu as utilisé d'ouverture d'esprit, d'ouverture peut-être à la nouveauté, et peut-être que tu as pu constater justement sur ce qui fait aussi qu'un athlète arrive à atteindre et se maintenir au plus haut niveau, c'est son ouverture sur de nouvelles méthodes, des choses peut-être qu'il n'a pas l'habitude de faire, qui sont pas d'actualité, à la mode, et, euh, et cette capacité à se dire ok, je vais tester, je vais itérer, je vais tester de nouvelles choses, quoi. Et double impact, j'ai presque envie de dire, parce que la nouveauté, non seulement ça permet de stimuler le système nerveux, enfin à un moment donné, c'est-à-dire, on ne peut pas se permettre de faire tout le temps la même chose, enfin de suivre le même Mhm. programme, et je programme de manière générale, je parle même pas de manière physique, parce qu'on est dans ce cas on devient des machines, tu fais tout le temps la même chose, tu as la même routine, à chaque fois la même chose, il n'y a plus aucune stimulation. Donc non seulement il y a la partie de se dire, ah, de faire quelque chose de nouveau, bah, ça va stimuler ton système nerveux, et en plus de ça, bah, si tu regardes vraiment à très haut niveau, à moins d'avoir la génétique à 100% de ton côté, mais en général, les personnes qui réussissent à très haut niveau, la façon dont ils s'entraînent, c'est pas la même façon que 90% ou 95% de gens. Ils font quelque chose différemment. Peut-être que, je sais pas, moi, c'est dans leur pratique. Tu regardais, je sais pas si tu te souviens, à Desania, moi je m'en souviens, j'avais ces images à l'époque, il y a 3-4 ans, tu le voyais en Nouvelle-Zélande, il travaillait déjà sa respiration, pas dans les bains froids, mais il allait dans l'océan, enfin, tu voyais Mhm. que c'était différent. Tu le vois avec Prochaska, là, sa préparation, moi, c'est encore autre chose, mais il utilisait énormément la neurologie. Mais j'ai envie de dire, c'est pas un hasard. Ouais. Les personnes qui opèrent à vraiment à plus haut niveau dans la performance, on parlait tout à l'heure de Teddy Riner, ils ont une approche, c'est pas qu'ils ont une approche différente, mais enfin, si, ils ont une approche différente, mais c'est qu'à un moment donné, cette approche-là, ça leur a donné des résultats et qu'ils savent que ça fait la différence. Et à un moment donné, si tu t'entraînes comme tout le monde, bah, en fait, tu auras les mêmes résultats que tout le monde, sauf si tu bénéficies d'une génétique favorable. Mais combien de Ouais. bénéficient d'une génétique favorable? Et c'est vrai ce que tu dis. En même temps, ça t'apporte de la nouveauté dans ton entraînement et ça va donc de plus de résultats, de nouveaux résultats. En même temps, ça entretient peut-être ta motivation parce que justement, tu fais des choses nouvelles, tu te lasses pas, tu vois. Tu bats la lassitude parce que dans le sport de haut niveau, ça peut être aussi très lassant. Toujours entraînement. Tu vois, parfois la vie de sportif de haut niveau, on va pas se mentir, ça peut être chiant parce que tu fais Ouais. toujours le même entraînement et toujours le même truc. Donc apporter un peu de nouveauté, ça peut entretenir aussi cet entrain, peut-être, tu vois. Pour rester sur le MMA, moi je pensais à McGregor qui à un moment donné s'est entouré avec Ido Portal et tu l'as vu tester plein de choses nouveaux sur le mouvement. Totalement. Total. Et je reviens, parce que l'idée, c'est pas forcément de se dire que on va supprimer ce que tu faisais avant. Non, c'est déjà Hmm. d'inclure quelque chose en plus. Parce que les gens, ils se disent, ouais, mais Ouais. enfin, moi, au début, ce que je faisais même, c'est que je gardais une petite partie de préparation physique traditionnelle et au fur et à mesure de ce que j'apprenais, de ce que je découvrais, je le mettais en place. Parce que c'est vrai que de dire,
Moi, dans le meilleur des mondes, mais j'ai vu que c'était pas la meilleure approche, de dire bah, faut faire, t'enlèves ça, t'enlèves ça, t'enlèves ça, et on fait plus que ça. Mais malheureusement, Hmm. ça marche pas ou c'est difficile, et c'est normal, je peux comprendre. Donc l'idée Ouais. au début, et je vais revenir sur McGregor juste après, c'est vrai que c'est de se dire, ah bah, on va garder ce que tu fais, on va peut-être juste diminuer peut-être un peu de ça, et on va commencer à faire ça en plus, et tu vas voir comment ça se passe, on verra les résultats. Et au fur et à mesure, en fait, le plus dur, c'est de lancer le processus, parce que quand tu vas voir les résultats que tu peux avoir, et que enfin, tout dépend ce que tu vas faire, mais par exemple, l'approche neurologique, à quel point c'est stimulant, tu apprends des nouvelles choses, ça a un impact direct sur ta coordination, sur ton repère dans l'espace. À un moment donné, la personne, elle peut que ne continuer si elle voit les bénéfices que ça apporte. Hmm. Mais le plus dur, c'est de se lancer. Et c'est vrai que j'avais complètement zappé. Conor McGregor, à l'époque, c'est vrai qu'il avait complètement révolutionné l'approche en se disant, tiens, il avait fait venir Ido Portal dans sa préparation. Et la question, c'est de savoir, est-ce que son pic, parce qu'après, du coup, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ils ont arrêté de bosser ensemble. Il y a plusieurs facteurs aussi qui peuvent expliquer bah, la chute de sa performance, mais son pic, c'était à ce moment-là. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, Et je. ouais, Pardon, je veux vas-y, dire, vas-y. difficile à dire, est-ce que c'est ça qui a fait qu'ensuite c'était downhill, il a commencé à descendre en termes de performance? On ne sait pas, mais toujours est-il que quand il avait cette approche du mouvement avec Ido Portal, bah, c'est vrai qu'il était vraiment au top de sa performance. Hmm. Et tu vois, t'avais toutes ces vidéos de lui en train de marcher sur des barres, faire des mouvements sur le sable, les trucs avec les balles et tout ça. C'est des choses que j'ai vu que t'as pu partager toi aussi sur ton Instagram. C'est directement inspiré de Ido Portal ou il y a d'autres gens, d'autres mouvements aussi qui utilisent ce genre d'approche? Ouais, pas mal, c'est-à-dire qu'en effet, c'était une inspiration. Il y avait, j'ai plus son nom de famille, hein. Il y avait un Français qui avait aussi, notamment, qui bossait pas mal avec de Portal à l'étranger et qui avait mis Ok, ça en place à Paris. J'avais pas mal bossé avec lui, enfin, c'était en groupe, donc yes. je n'étais pas tout seul. Je m'étais inspiré pas mal de ça. Et après, moi, c'est vrai que j'ai pris énormément d'inspiration à droite et à gauche parce que Hmm, je me suis dit, je vais jamais prendre une seule approche et partir sur cette même approche parce qu'au final, ce serait de se hmm, dire, de pas avoir cette ouverture d'esprit, de se dire, ah tiens, il y a peut-être autre chose là, je peux tester ça, je peux tester ça. Et là, en l'occurrence, vraiment sur ce type d'exercice, c'est vraiment un mix en effet de ce qu'il faisait Ido Portal. C'était un mix aussi de ce que faisait pas mal Fighting Monkey. La respiration, j'ai utilisé énormément tout ce qui était oxygène à montage. J'ai vraiment hmm. mixé plein Ouais. d'approches ensemble. Et moi, je suis pas, j'ai rien inventé, hein, mais moi, j'ai simplement, j'ai mis en place une approche, mais j'ai rien créé ou quoi que ce soit. J'ai Hmm. mixé tout ce qui me paraissait faire sens pour améliorer et optimiser la performance. Ouais. T'es allé te nourrir, Exactement. t'enrichir de tout ça. Et aujourd'hui, c'est quoi les nouvelles pistes que t'es en train d'explorer justement pour enrichir ton répertoire, ton approche? Alors, ouais, très bonne question. Il y avait la période 2000, enfin, il y avait la période donc, que je continue parce que c'est fascinant et en fait, je ne serais jamais d'en apprendre la partie neurologique, l'optimisation de la neurologie, on va dire avec l'approche neurologique fonctionnelle. Ça, j'ai commencé, je pense, vraiment avec ça en 2020, fin 2019-2020. Ensuite, là, depuis 2 ans, je m'intéresse vraiment à la biomécanique, mais la biomécanique fonctionnelle, bah, vraiment faire en sorte, c'est ce que je disais avec cette approche moderne Caveman, de respecter l'évolution en termes de mouvement, donc la posture debout, la marche, la course et les rotations dans les entraînements. Je vais m'intéresser pas mal maintenant à tout ce qui est mindset, préparation mentale, mais encore une fois, moi, là, c'est pas le but, je ferai jamais mieux mon métier qu'un mec qui est spécialisé que là-dessus, mais encore une fois, moi, justement, mon métier, c'est de faire en sorte de réunir tout ça ensemble pour que la personne ait aussi peut-être potentiellement des fois un seul intermédiaire, de se dire, ah ouais, faut qu'elle passe par un préparateur physique, faut qu'elle passe par un nutritionniste, alors que potentiellement, si on regroupe tout au même endroit, elle peut avoir des résultats aussi déjà beaucoup plus vite. Donc c'est Mhm. énormément, c'était la biologie, là, en ce moment, je m'intéressais à tout ce qui était biologie, comment avec des actions minimes, on va dire, en termes d'environnement, en termes de style de vie, tu peux avoir des impacts et des bénéfices très importants, ce qu'ils appellent la biologie quantique. Et donc, je m'intéresse énormément à ça. Et donc, un petit peu plus, enfin, je vais commencer à tout ce qui est, je trouve que c'est fascinant, tout ce qui est mindset et préparation mentale. Et je pense que déjà, hein, juste avec Mhm. un pilier, ça serait suffisant, mais je vais continuer à approfondir la neurologie, continuer la biomécanique parce que c'est fascinant et aller un petit peu plus du coup dans la partie mindset, préparation mentale avec la biologie. Yes, ah, c'est génial que tu te nourrisses de tout ça et que tu essayes de créer ta synergie, tu vois, pour les gens que tu accompagnes avec tous ces éléments-là, quoi. Et parce que, encore une fois, Ouais.
enfin, parce que vu que c'est ma passion, et t'es presque obligé, parce que le corps humain est tellement complexe, qu'il y a tellement de facteurs, parce que tu pourrais très bien performer à 100% en biomécanique, avoir un corps qui bouge super bien, mais imaginons le mental n'est absolument pas là, t'as beau être le meilleur, je te donne un exemple avec Mhm. moi, tu sais que tu as une génétique de ouf, tu sais que tous les mouvements tu les fais bien, et pour X raison, la performance ne va pas suivre, enfin, la performance mentale ne suivra pas. Et en fait, il y a tellement de facteurs. La respiration, c'est vrai que j'aurais pu l'inclure, mais on pourrait presque l'inclure dans la partie biomécanique, mais il y a tellement de facteurs qui vont participer et qui peuvent influencer, on va dire, le bon fonctionnement du corps humain, bah, qu'à un moment donné, tu es obligé parce que c'est trop facile de se dire, c'est impossible, moi, à l'heure actuelle, une personne elle vient et je lui dis, ah bah oui, parce que c'est ça, il faut que tu renforces plus tes fessiers, c'est pour ça que tu as mal au dos. Oui, peut-être, mais il y a une chance sur commun. Franchement, à l'heure actuelle, une personne qui a mal au dos, de lui dire faut renforcer le dos, faut renforcer le fessier, c'est une approche un peu isolée. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure approche. Donc l'idée, c'est d'essayer de balayer, sans être le spécialiste dans chacun de domaine, mais de se dire bah voilà, on va améliorer un peu ça, on va améliorer un peu ça, parce que je peux pas te dire avec certitude que c'est forcément ça. Donc autant ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et d'essayer de balayer au mieux pour pouvoir faire en sorte que euh, tu puisses résoudre ton problème et encore une fois, la finalité, bah, c'est opérer à ton plein potentiel. Ou en tout cas, se Yes. rapprocher de ton plein potentiel. Ouais. Très bien que tu utilises ce terme de plein potentiel. Là, on arrive à la fin du podcast, à la fin des questions. Déjà, merci pour cet échange vraiment passionnant. Je t'en prie, merci à toi pour Que- l'invitation. Yes. Quel conseil donc tu pourrais donner aux sportifs qui nous écoutent, aux entrepreneurs, aux personnes qui nous écoutent pour se rapprocher justement de leur plein potentiel? Alors, ça difficile, mais c'est vrai que parce que mais déjà, j'ai envie de dire, faut pas avoir peur de faire différemment. Parce que très sincèrement, à un moment donné, si la personne elle en est là à l'instant T, c'est que peut-être ce qu'elle faisait pendant des années, pendant des mois, ou je sais pas, c'est que ça va pas forcément donner les résultats escomptés. Et c'est que si elle fait tout le temps la même chose, bah, elle va avoir les mêmes résultats. Et c'est bien de se dire, c'est pas parce que 90% de la population fait ça, c'est pas parce que 90% de la population va courir, c'est pas parce que 90% de la population va aller dans une salle de fitness pour prendre soin de sa santé que c'est la solution la plus appropriée. Enfin, chaque être humain est différent et l'idée donc c'est d'être suffisamment ouvert d'esprit déjà de se dire d'aller chercher peut-être c'est pas une obligation mais d'être déjà ouvert d'esprit et j'ai envie de dire moi c'est le but c'est pas que la personne elle devienne experte dans son domaine parce qu'il y a tellement de choses enfin on a tous une vie, on a tous occupé à quelque chose mais c'est c'est d'essayer, moi je dirais, pour se remplir son plein potentiel, bah, c'est vrai que c'est de faire appel, j'ai envie de dire, enfin, de pas hésiter à faire appel aussi des professionnels dans les domaines en question, parce que tout seul, c'est jamais facile, et c'est surtout que sur Internet, enfin, à un moment donné, c'est vrai que tu peux être très vite perdu sur Internet, parce que tu peux trouver vraiment tout et n'importe quoi, et ça, c'est horrible quand tu dis, ah oui, tu as une information là, tu as une information pour tout, hein, c'est-à-dire que pour le plein potentiel ou pour un projet perso, ou tu te dis pour du marketing, tu peux aller dans tellement de directions que des fois c'est peut-être plus simple de se dire ok je vais faire appel à quelqu'un, de faire appel à un professionnel et de bien se renseigner avant et de ne pas hésiter aussi à être assez ouvert à des nouvelles approches parce que encore une fois peut-être que ce que tu faisais jusqu'à maintenant bah, c'est pas approprié et c'est qu'il faut changer l'approche. Yes, super, super, ça a beaucoup de sens pour moi. Donc si je peux résumer, ça serait s'ouvrir à de nouvelles approches et se faire accompagner par des professionnels pour explorer ces nouvelles approches. Exactement. Yes, top, 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 top. Euh, Quelles sont tes actualités, toi, Ryan? Alors Les, actualité les là. challenges, les défis qui t'attendent là. Ah, il y a toujours des challenges. Là, la grosse actualité ou le gros challenge, c'est que justement, je suis en pleine ouverture. C'est-à-dire que moi, j'ai un studio à Paris-Bastille qui est justement dédié, bah, le studio MC. J'ai raccourci MC, mais c'est Modern Caveman. Et en fait, là, en plein lancement. Et le but, c'est-à-dire, je l'avais déjà. Ça fait plusieurs mois que je l'avais, même 1 an et demi. Et en fait, je l'utilisais vraiment en mode, pas test, mais je le testais vraiment sur. Enfin, je le testais. Je l'utilisais principalement avec les athlètes de haut niveau. Et là, vraiment, le défi, le challenge et l'actualité, c'est que je suis en train d'ouvrir justement le studio là, MC, le studio Modern Kamen, à un public plus large. Alors, soit des sportifs, en fait, qui sont pas forcément déjà à haut niveau, mais qui aimeraient, pourquoi pas par la suite, évoluer à plus haut niveau. Et que ce soit toute discipline, hein, c'est vraiment pas MMA, ça peut être sport de combat, tennis, ça peut être du foot, tout n'importe quoi. J'ai même un petit là qui fait de l'escalade, que je salue d'ailleurs à Nils. Et, euh, et donc le challenge vraiment en ce moment, c'est ouvrir ce studio. Donc là, je vais commencer un petit peu à faire de la communication sur les réseaux sociaux, sur Instagram,
aux athlètes de tout niveau, aux athlètes de toute discipline, et, parce que c'est vraiment l'objectif aussi, aux entrepreneurs, parce qu'en fait, à toute personne qui a besoin de performer au quotidien. Et quand tu regardes, bah, les gens qui ont vraiment besoin de performer au quotidien, à l'heure actuelle, en tout cas, dans la société moderne, bah, ça va être surtout les sportifs, on va dire, les athlètes, et bah, les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise ou même les cadres. Donc vraiment, proposer un service pour les personnes qui ont besoin de performer et de faire en sorte que ces personnes puissent mieux performer, mais sans le faire au détriment de la santé. Et c'est pour ça que je mettais optimisation de la performance et de la santé. Yes. Étant sportif et entrepreneur, je confirme que ça demande un sacré niveau de performance, tout ça. Jamais facile. Ouais. Euh, ok, donc comment on peut rentrer en contact avec toi? Comment on peut te suivre si jamais on est intéressé? Alors le plus simple, c'est sur Instagram. Sur Instagram, mon Instagram c'est Ryan du 6, enfin le tiret gilet, et je crois que c'est Peachy, à l'époque j'avais mis personal trainer. Mais donc il y a soit sur Instagram, vous pouvez aller directement, enfin si vous tapez Ryan Gilet, je pense que vous allez tomber soit sur mon Instagram, soit sur LinkedIn, parce que je suis sur LinkedIn aussi, mais vous pouvez me Mhm. contacter là, ou directement sinon sur l'Instagram aussi de Modern Caveman, parce qu'il y a une page Modern Caveman. Donc Modern, M-O-D-E-R-N, le petit tiret en dessous, je crois le tiret du 6 ou le tiret du 8, je sais plus, et Caveman. Ok. C-A-V-E-M-E-N, comme l'homme des cavernes. Ok, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description. Euh, Top. Merci encore. Je suis obligé de te remercier, Ryan, pour cet échange passionnant. Merci à toi. Cool, ça fait vraiment plaisir. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tous tes projets, là, dans tous tes challenges qui t'attendent. Et un petit mot peut-être pour la fin? Ah, enfin, petit mot bah, encore une fois, merci à toi, merci pour l'échange. Je te souhaite aussi également toute la réussite du monde pour ton programme aussi à venir. J'ai vu que tu vas lancer un programme sur la préparation mentale pour le Ouais. JJB. Mhm. Et pour un mot de la fin à grande échelle, non, bah, encore une fois, n'ayez pas peur d'aller vers des approches différentes. Et si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, la performance, on va dire, la biomécanique, la neurologie, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez. Yes, Merci à toi encore une super. fois. Yes, merci, merci, c'est un plaisir. Le message est passé. Merci à tous ceux qui auront écouté le podcast. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde, salut Ryan. À plus.